Bonjour à tous et bienvenue dans l'Almanach, votre podcast culturel année par année. Mais qu'est-ce que l'Almanach ? Eh bien, vous prenez des chroniqueurs une année et à chaque épisode, on discute des événements culturels marquants de l'année choisie. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Mehdi, Yo, Vincent, salut, Émeric et bonjour. et je suis Simon. Et aujourd'hui, on parle de 1990. Et avant de commencer, voici quelques événements majeurs de l'année. Nelson Mandela sort de prison et c'est la réunification allemande de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Et je vous propose qu'on commence avec Vincent qui va nous parler d'un lancement. En effet, quand on pense aux outils les plus marquants de l'astronomie, on pense très rapidement au Hubble qui a été lancé en orbite en avril 90. L'observatoire Hubble a révolutionné entièrement notre compréhension de l'univers. Les contributions de Hubble ont été de comprendre l'âge de l'univers. C'est grâce à l'observatoire Hubble qu'on sait que l'univers a 13,8 milliards d'années et qu'on connaît l'existence de l'énergie noire en aidant les scientifiques et les chercheurs à percer les mystères du cosmos et en inspirant des générations de passionnés de l'espace dans le monde entier. Pour revenir à ce que c'est que Hubble, c'est un télescope spatial qui a été proposé pour la première fois par un physicien allemand en 1923, puis par un astrophysicien en 1946, qui a été nommé du coup d'après l'astronome Edwin Hubble, qui a fait des découvertes révolutionnaires en cosmologie. Et ce télescope est devenu une réalité grâce à la NASA et l'Agence spatiale européenne. C'est une des principales raisons d'ailleurs du succès du Hubble. Ça et également son emplacement, puisqu'en fait le Hubble se déplace à 340 miles, donc environ 540 km au-dessus de l'atmosphère. Et à cause de ça, il n'est plus dans l'atmosphère, il a des images d'une bonne clarté et d'une bonne précision, ce qui n'était pas le cas avant. L'absence de distorsion atmosphérique donne en fait des images avec une plus large longueur d'onde possible. Donc on regarde de l'ultraviolet jusqu'au proche infrarouge, ce qui était difficile à faire avec les télescopes qui étaient sur la planète. Le télescope spatial, il a été lancé au bord de la navette spatiale Discovery. Donc vous savez, ces fusées qui contiennent un vaisseau comme ça, qui ont fait les beaux jours de la NASA à partir des années 80 jusqu'en 2011. Et malgré une faille dans le miroir principal de Hubble qui avait entraîné tout d'abord des images floues, il y a eu des missions de correction par des astronautes en 1993 pour corriger les choses. Et depuis lors, Hubble a capturé le cosmos dans toute sa splendeur. Et ce qui est vraiment incroyable, quoi. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Hubble est de la taille comparable à un bus. Et il est équipé de plusieurs instruments scientifiques qui sont très importants donc, dans le cadre de la mission, donc notamment une caméra grand angle, des caméras plus pointues, des spectrographes spécialisés pour les origines du cosmos et un autre spectrographe télescope spatial. Il voyage à 17 000 miles à l'heure et Hubble effectue une orbite autour de la Terre toutes les 95 minutes. Donc quelque chose d'assez comparable avec ce qui se passe pour l'ISS. Et ce qui est remarquable, du coup, c'est les contributions qu'a eu le Hubble. Comme je disais tout à l'heure, l'âge de l'univers. Il a fourni des preuves de l'existence de l'énergie noire, qui est aujourd'hui encore une force mystérieuse qui a beaucoup inspiré et qui nous permet de comprendre comment s'étend l'univers. Et il a été capturé par plus de 1,3 million d'observations. Et il y a eu plus de 44 000 objets célestes qui ont été donc observés par le télescope. Et cela a permis d'obtenir plus de 15 000 articles scientifiques. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est incroyable aussi avec ce télescope, c'est que c'est le seul télescope conçu pour être entretenu par des astronautes dans l'espace. Au cours de 5 missions d'entretien, il y a des astronautes qui ont fait effectuer des réparations, des mises à niveau, ce qui a permis au télescope de durer plusieurs dizaines d'années. Les photos de la mission de maintenance, d'ailleurs, sont incroyables. Si vous regardez les photos avec les astronautes qui se baladent sur le télescope, au milieu de nulle part, c'est complètement fou. Le Hubble, il a eu un successeur, le télescope spatial James Webb, qui a été conçu pour compléter et donc étendre les découvertes du Hubble et qui a été lancé donc en 2021. Et la seule différence, c'est vraiment le James Webb va observer dans l'infrarouge, ce qui lui permettra de scruter les nuages de poussière et d'observer l'univers à d'autres moments. Bref, le télescope, il a transformé notre compréhension de l'univers, mais il a également défié notre imagination. Il nous a incité à regarder au-delà de notre planète et à réfléchir à notre place dans le cosmos. C'est incroyable d'avoir réussi à mettre un télescope comme ça en orbite et de continuer à le réparer. Et les contributions à la science, la promesse de James Webb nous garantissent qu'on continuera toujours à atteindre les étoiles et à rêver de ça.
Je ne sais pas, vous, à quel point ça vous inspire. Alors moi, James Webb, c'est un truc qui me parle de ouf. En fait, c'est grâce à James Webb que je me suis développé une passion pour tout ce qui était astrophysique, astronomie, en fait. En fait, un jour, j'ai vu une photo d'un truc, j'ai pas compris ce que c'était, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est 3 piliers de poussière, en fait, mais c'est pas la poussière que tu as dans ton salon, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création. C'est dans la constellation de l'Aigle. Donc tu parlais des catalogues d'objets célestes, c'est Messier 16. Et en fait, c'est une pouponnière d'étoiles. Et juste, moi, j'ai vu ça, en fait, en couleur moche, parce que forcément, alors, les photos qu'on voit d'Hubble, elles sont recolorisées, parce qu'ils capturent, alors, dans l'infrarouge, tu le disais, dans l'ultraviolet. Mais juste, le jour où j'ai vu cette photo, en fait, je me suis dit, putain, en fait, pourquoi est-ce que je cherche des beaux trucs sur Terre, alors qu'il y a des plus beaux trucs dans l'univers? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui se passait au-dessus de nos têtes. Et ouais, ça m'a ouvert le champ de possibilités, de réflexion sur plein de choses, sur la distance étoile, la taille de l'univers, pourquoi est-ce qu'il est en expansion, du coup, la matière noire, tout ça. Et puis, de façon plus terre à terre, Hubble et Discovery, je les ai en Lego. Parce que c'est un bon gros trip. Je suis un gros nerd et du coup, ils sont disponibles en Lego. Et tu fais des photos de tes moutons de poussière avec ton Hubble en Lego ou... Ouais, c'est ça, il a un appareil photo. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que si jamais vous allez en Floride et que vous allez à Cap Canaveral au niveau de la NASA, on peut voir la navette Discovery qui a été démantelée et qui est exposée pour le plaisir de tout le monde, pour pouvoir passer partout autour et voir comment c'est fait dedans. Ouais, la question que je me pose, c'est suite au lancement de Webb, finalement, qui va remplacer Hubble, est-ce qu'on conserve Hubble? Est-ce qu'on le démantèle, ça? Par contre, je ne sais pas. Quel est l'objectif à terme? Je crois que le fonctionnement de Hubble s'arrête en 2011. Alors, je sais plus s'il fournit des photos, mais en général, quand on envoie des trucs dans l'espace, on ne retourne pas les chercher. Déjà parce que ça coûte hyper cher, et puis parce qu'on ne va pas trop savoir quoi en faire. Toujours est-il qu'ils peuvent fonctionner en même temps. Par contre, la différence entre James Webb et Hubble, c'est que James Webb, il est en orbite, sur une orbite un peu particulière, en fait. Il est ce qu'on appelle, il est sur un point de Lagrange, qui est un point en fait d'orbite stable, qui fait qu'on a moins besoin de consommer de carburant et donc d'énergie pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Et du coup, il peut voir plus de choses sur un degré plus large que Hubble, en fait. Dans le système solaire, le James Webb est toujours à l'ombre. Oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'il est dans Lagrange, précisément. C'était points Simon, humoriste. Bon, bien, merci Vincent, merci à vous. Et on va enchaîner avec l'espace infini de Mars. Alors moi, je vais vous parler de Total Recall de Paul Verhoeven. Alors en 1990, Arnold Schwarzenegger a 43 ans et il est déjà plusieurs fois millionnaire, il a un passé de champion de culturisme. Il commence à vraiment se faire un nom au cinéma depuis quelques années avec des gros films comme Conan le Barbare, Terminator ou Predator. Il prouve de cette façon que c'est un gagnant, qu'il sait s'entourer. Et lui, il est toujours à l'affût d'un projet intéressant. Et ça fait un certain temps qu'il entend parler d'un script écrit par Dan O'Bannon et qui tourne dans Hollywood depuis un certain temps. Alors Dan O'Bannon, pour les deux du fond qu'on suivit, c'est celui qui avait écrit Alien. Et en fait, ce script dont je parle, celui de Total Recall, en fait, c'est un script qu'il avait écrit avant Alien et il avait été frustré de ne pas pouvoir le vendre, précisément parce que c'était un projet trop ambitieux. Mais 10 ans plus tard, à la fin des années 80, les choses ont bien changé et ce qui paraissait infaisable à la fin des années 70 ne l'est plus. Donc le script en question, c'est une adaptation de la nouvelle Souvenir à vendre de Philippe Cadic, une nouvelle qui est parue en 1966. Alors on peut dire un truc, c'est que Philippe Cadic et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour, ou plutôt il faudrait dire que les scénaristes en mal d'aspiration et Philippe Cadic, c'est une grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'en gros, l'univers de Philippe Cadic, on va dire dystopique et nihiliste, qui passe son temps à questionner la place de l'humain, de remettre en question la réalité, c'est un terreau parfait pour les scénaristes dans le cinéma des années 80 et après d'ailleurs. Et à ce moment-là, en 90, la première grande adaptation de l'œuvre de Cadic, c'était Blade Runner de Ridley Scott en 82, qui au fil du temps a acquis une importance considérable. Mais revenons sur Total Recall. Le script avait fait le tour d'Hollywood et des producteurs et avait connu un grand nombre de versions. Mais Schwarzenegger s'accroche et finit par tenir à monter un projet avec ça. Et moi, je tiens à dire quelque chose, et je l'affirme, je n'ai aucune honte. Je pense que Schwarzenegger est un acteur exceptionnel. C'est un acteur hors norme. Tout est hors norme chez lui, il est capable de tout. Mais Schwarzenegger a conscience, comme tout bon champion, de ses faiblesses. Et il dit qu'il a besoin d'être bien dirigé. C'est pour ça qu'il va repérer des réalisateurs talentueux. Et en parlant de réalisateurs talentueux, il y a un Néerlandais chevronné d'une 50aine d'années qui, depuis quelques années, commence sa carrière américaine. Après avoir fait péter tous les codes moraux aux Pays-Bas, il réalise en 85 un premier film qui obtient un succès d'estime. Puis en 87, va exploser la baraque avec un film subversif et violent nommé Robocop. Et donc ce réalisateur, c'est Paul Verhoeven. Et Arnold Schwarzenegger s'en rend compte.
C'est-à-dire qu'en gros, il repère à la fois donc le premier film américain de Paul Verhoeven, La chair et le sang, et il repère aussi Robocop. Et un jour, en croisant Verhoeven, il dit j'aimerais bien travailler avec vous. Et le lendemain, il rappelle Verhoeven en disant mais en fait, je sais comment on va travailler ensemble, on va travailler ensemble sur Total Recall. Et Paul Verhoeven est séduit, il accepte de travailler sur le projet, il va amener avec lui un certain nombre de ses collaborateurs, et puis le tournage peut démarrer. Une grande ambiance de fête permanente, mais qui n'en est pas moins très sérieux. Et le film est d'une grande qualité. C'est-à-dire que le concept de base du film, c'est qu'il y a un monsieur tout le monde qui s'appelait Douglas Quaid, qui est interprété par Schwarzenegger, qui, au détour d'une publicité, va décider de vivre une aventure extraordinaire virtuelle qui va se passer exclusivement dans sa tête. Et en fait, tout le film nous raconte l'aventure qu'il va vivre, mais en maintenant un constant flou sur ce qui est réel ou non. Et donc le personnage principal, Douglas Quaid, va passer de Monsieur Tout-le-Monde, travailleur du bâtiment, en un agent secret qui voit toute sa vie bouleversée. Le film sera alors composé d'abord d'une fuite pour s'approprier son nouveau rôle, puis enfin une prise en main de son destin. Mais surtout, le film, c'est un miroir permanent entre sa vie précédente, la vie d'homme tranquille, et celle d'agent secret. Et tout est vu en miroir finalement, parce que notamment le personnage de sa femme, qui est joué par Sharon Stone, devient son ennemi, par exemple. Et tout est une histoire de parallèle. Je parlais de Sharon Stone à l'instant, qui est donc une blonde froide et superbe, qui n'est pas le love interest du film, finalement, parce qu'à partir du moment où il devient agent secret, elle va devenir une ennemie, et le love interest du film devient au contraire son antithèse, c'est-à-dire une brune pétillante. Et le film donc joue en permanence là-dessus, et sur le questionnement de la réalité. Et en fait, on se demande même en tant que spectateur si la vie paisible de Douglas Quaid en tant qu'homme du bâtiment est crédible. Pourquoi on se pose cette question? Précisément parce que c'est Schwarzenegger qui tient le rôle d'un ouvrier, et ça paraît pas vraiment crédible finalement. Et tout ce questionnement de la réalité sera développé plus tard, toujours joué par Schwarzenegger, dans True Lies de James Cameron. Ça, c'est amusant de voir le parallèle entre les deux films. Également, en fait, la plongée dans le rêve, ça va permettre de justifier des éléments visuels de films d'action, ou même des éléments narratifs qui sont abusifs en tant que tels, mais comme étant des émanations psychiques de fantasmes du rêveur, paraissent crédibles et légitimes. Il y a notamment un moment très fameux dans le film où il va dézinguer sa femme, et à ce moment-là, il balance la punchline en lui disant « Considère ça comme un divorce ». La classique punchline du actionneur des années 80 paraît ici cohérente à partir du moment où ça pourrait être un simple fantasme. Par ailleurs, le film joue aussi sur la remise en question de la figure héroïque surpuissante des années 80, et cette thématique elle-même se ressent du film Last Action Hero, toujours avec Schwarzenegger, cette fois réalisé par John McTiernan. Et ça prouve que Schwarzenegger est capable d'avoir suffisamment de recul sur les personnages qu'il incarne et de la stature qu'il a. Alors, je disais que le film joue en permanence la carte de la frontière entre le rêve ou la réalité. Selon Paul Verhoeven, il a glissé suffisamment d'éléments dans le film pour qu'on sache quelle est la conclusion que lui donne à ça, et sauf que les spectateurs sont encore en train de se poser la question. Ça me rappelle un peu ce qu'avait fait John Carpenter avec la fin de The Thing. Au final, on s'aperçoit que les réalisateurs redoublent d'efforts pour glisser des messages subtils, mais le public va rester de marde face à ça. Dans tous les cas, c'est un film que j'aime beaucoup et que je vous encourage vraiment à regarder, et ce d'ici 2 semaines. Voilà. Moi, je l'ai revu hier soir, justement, en prévision de ce moment. Et déjà, tu disais, ouais, Schwarzy, il sait s'entourer, et faut savoir que quand il tournait... je sais plus quel film, en parallèle de Terminator, on lui avait dit tiens mais c'est quoi ton autre projet et tout, il a dit c'est un film de merde, ça marchera pas. Et comme quoi il n'avait pas forcément le nez creux. Sur Terminator? Ouais, il croyait pas du tout à Terminator. Ouais, oui, alors, c'est pas ce que j'ai entendu. Et je voulais revenir aussi quand tu parlais de la crédibilité des univers de l'histoire de Douglas Quaid versus celle de Hauser, donc l'agent secret. Il y a un truc qui m'a frappé hier en le revoyant, c'est que je me suis dit, au tout début, donc il se réveille après un mauvais rêve, un cauchemar. Oui. Et sa femme Sharon Stone lui dit t'as fait un rêve machin, et tout de suite elle l'embrasse, et je me suis dit oh là, c'est un baiser de cinéma très moche, très mal foutu, qu'est-ce qui se passe en fait. Et ça fait complètement écho au baiser qu'à la fin du film, qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus crédible en fait. Et je me suis dit ouais, il veut nous montrer vraiment dès le début que tout ça c'est pas crédible, c'est pas croyable. Et par rapport à la fin du film où tu te dis bah c'est bon, alors certes je vais pas spoiler, mais donc il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, et il choisit du coup de rester avec la fille, et tout devient beaucoup plus crédible, beaucoup plus crédible en fait. Et même ne serait-ce qu'au niveau des prothèses que tu as tout le long du film, qui sont hyper bien réalisées, mais qui sont
visuellement moche. Après, c'est voulu, c'est pas moche au sens raté, c'est moche au sens c'est hideux en fait. Et ça, il y a plus en fait, c'est terminé. On les a évacués et on repasse dans le réel. Et c'est assez bien foutu à ce niveau-là. Ouais, après, est-ce que on croit à la vie de Hauser précisément parce que c'est Schwarzenegger qui joue? Est-ce que tu aurais cru autant à cette vie si ça avait été, par exemple, Michel Blanc qui l'avait incarné, tu vois? C'est ça aussi, je pense que le fait que ce soit Schwarzenegger qui incarne ça, c'est intéressant aussi pour ça. Le fait qu'on a un homme hors norme qui fasse Monsieur Tout le Monde. Qui fasse Monsieur Tout le Monde, on n'y croit pas dès le début en fait à ce truc-là. Ça fait partie peut-être des messages cachés dont tu parlais. Après, c'est le futur. Mais ce que fait Nolan aussi sur Inception, par exemple. Et ça, ouais, je pense que Verhoeven, il regrette que personne s'y intéresse, que le public soit indifférent, mais c'est les fans qui font ça, en fait, et c'est ça qui fait accéder le film à un certain stade de postérité. Et c'est justement parce que le film acquiert une fanbase qu'il aime que justement les gens commencent à le décortiquer et à trouver ces espèces de messages cachés. Ce qui n'est pas le cas du film de 2012, le remake. Ouais, que j'ai pas vu, qui paraît-il est une catastrophe absolue. Déjà, Colin Farrell n'a pas l'épaisseur de Schwarzenegger. La plastique, ouais. Je me souviens l'avoir vu et c'est la seule information que je me souviens. Est-ce que peut-être on te l'a implanté dans la tête? Ce souvenir, tu te le serais pas acheté? Je sais pas, mais moi je me demande si ce genre de films-là n'ont pas 30 ans d'avance sur des films comme Every Day, Everywhere All At Once, qui font la part belle au méta. Alors je pense que c'est plutôt un film de science-fiction plutôt qu'un film méta, Total Recall, mais dans ce sens-là, je pense que ça devrait être apprécié aujourd'hui par tout le monde, ce genre de film. Je ne sais pas à quel point il a vieilli et j'ai vraiment envie de le revoir. Total Recall. Enfin, on parle. Total Recall. Ouais. Il a vieilli. Enfin, les effets spéciaux, oui, indéniablement. Après, bon, ils ont eu la chance d'avoir des décors et des costumes qui font toute la diff, qui étaient déjà hors norme pour l'époque, qui fait que ça rattrape. Mais effectivement, les effets spéciaux ont vieilli. Mais ce qu'on peut dire de tous les trucs, moi, je sais que par exemple sur un autre film que j'aime bien de Verhoeven, c'est Starship Trooper. Je trouve ce film génial, mais il a vieilli. Malheureusement, il a vraiment vieilli et bien plus. Du coup que Total Recall, et c'est un peu pareil pour Robocop, c'est le même combat, quoi. C'était génial, mais ça vieillit, quoi. Malheureusement. Mais après, je pense que ce qui marche aussi avec Total Recall, c'est que ça aurait pu être un blockbuster tierce, et le fait que ce soit un Verhoeven qui est quand même pas si loin de ça du cinéma d'auteur presque, un peu, ça rajoute en fait toute la dimension un peu violente que d'autres réalisateurs se seraient pas permis de faire, et c'est ce qui fait que le film marche, quoi. Et c'est vrai que dans Starship Trooper, on a un peu la même chose. Et on a la même chose dans Robocop. Cette violence qu'il apporte à l'écran avec son expérience de cinéma d'auteur, c'est ce qui fait que le truc reste dans les annales et que c'est pas juste un énième blockbuster dont on se souviendra pas 10 ans plus tard, quoi. C'est un blockbuster d'auteur. Enfin, typiquement, là, on parlait de Sharon Stone dans Total Recall. 2 ans après, on la retrouve encore avec Verhoeven dans Basic Instinct. Et Basic Instinct, il a aussi marqué, quoi. Ouais. Donc c'est... Ah ouais, il m'a bien marqué. Donc non, je pense que là, pour le coup... Verhoeven a un gros apport sur ça pour faire rentrer le film dans la légende, quoi. Et merci, on va enchaîner avec Zéro Transition et Emmerich. À vous. Alors moi je vais vous citer un mec et vous allez essayer de me dire si vous savez qui c'est. Faites ce que vous voulez, mais faites des trucs cool. Vous savez de qui ça vient? Walt Disney. Non, ça aurait pu, mais c'est George Lucas. Et c'est avec ces mots-là du coup que George Lucas inaugure la création du studio Lucasfilm Games, qui deviendra plus tard LucasArts. Donc souvenez-vous, l'année dernière, en 89, le studio nous avait offert l'excellent Indiana Jones et la dernière croisade. Et après un changement de nom au début de l'année, The Secret of Monkey Island, la dernière pépite du studio, arrive en magasin. Alors toi, tu connais pas grand-chose au jeu. Tout au plus, tu as lu une interview de Ron Gilbert, le créateur, disant qu'il s'était inspiré d'un roman de pirate, On Stranger Tides. Un jeu de pirate donc, ça peut être sympa. Effectivement, le jeu s'ouvre avec la mention « Au plus profond des Caraïbes, l'île de Melee ». Et au même moment, le thème musical du jeu commence. Une vraie bande-son, hein. Pas juste des bruitages, ça s'annonce hyper bien comme jeu parce que c'était très rare à l'époque. À la fin du générique, on découvre le héros qui se présente de cette façon. Je m'appelle Guybrush Threepwood et je veux devenir un pirate. On ne sait pas grand-chose d'autre du protagoniste, mais elle a l'air bien jeune. 15, peut-être 16 ans grand maximum. Commence alors un dialogue avec le veilleur de l'île qui ne comprend pas le nom de Guybrush et lui dit qu'il ressemble plus au petit prince qu'à un pirate. Ok, le jeu se moque déjà de toi, au bout de même pas une minute, le ton est donné. Le jeu se présente sous la forme d'un point and click dans la veine de la dernière croisade, à ceci près que le moteur Scum a été mis à jour avec des améliorations sensibles sur les graphismes, la musique et la qualité de l'expérience. Les verbes d'action sont écrits avec une jolie police d'écriture façon pirate et en permanence dans la partie inférieure gauche de l'écran, et les objets sont maintenant représentés par des images qui permettent de savoir en un seul coup d'œil ce qu'on a avec nous dans la partie inférieure droite. Le jeune Guybrush apprend vite via le conseil des pirates que pour rejoindre leur rang, il va devoir passer 3 épreuves. Premièrement, voler un artefact dans le palais du gouverneur Marley, la maison la mieux gardée de l'île. Deuxièmement, affronter la reine du sabre dans un féroce duel à l'épée. Et enfin, il va devoir trouver le trésor légendaire de l'île de Melee.
Ces 3 épreuves constituent le premier arc narratif du jeu et peuvent être réalisées dans l'ordre qu'on veut. Pour y arriver, chaque épreuve demande de la réalisation de quelques quêtes. Pour trouver le trésor légendaire, Guybrush va devoir acheter une pelle, acheter une carte au trésor, apprendre à la déchiffrer pour ne pas se perdre au plus profond de la forêt, et pour dérober l'artefact, il va devoir déjouer la sécurité du manoir du gouverneur, affronter des créatures immondes et faire face successivement au gouverneur, donc Helen Marley, il va découvrir que c'est une femme, dont il va tomber amoureux, et Fester Shinetop, le shérif de l'île qui est bien décidé à lui faire passer un mauvais moment. Enfin, pour la reine du sabre, il va devoir apprendre à servir d'une épée, devenir un maître au duel d'insultes. Oui, parce que les pirates passent plus de temps à s'insulter qu'à se battre à l'épée, alors les duels sont à la base d'insultes auxquelles il faut trouver la bonne répartie, et il va aussi devoir réussir une mission de filature à travers toute l'île pour trouver le repère de la reine du sabre. Une fois que les 3 missions sont faites, le deuxième arc narratif du jeu commence. L'infâme LeChuck, le pirate fantôme, a enlevé Hélène et l'a emmenée sur son repère secret de l'île aux singes. Guybrush va alors devoir trouver un bateau pour partir à sa recherche et monter un équipage avec les rares pirates qui n'ont pas fui l'île. Alors moi j'aime beaucoup le jeu en fait, parce que ça se voit qu'il a été fait par des amoureux du cinéma. D'ailleurs à la base Ron Gilbert il se destinait à être réalisateur. Ça se voit jusque dans les cinématiques qui n'ont rien envié à certains films de pirates de l'époque. Et en parlant de films de pirates, la franchise Pirates des Caraïbes empruntera quelques années plus tard quelques références, histoire de boucler la boucle, puisque les développeurs du jeu eux-mêmes se sont inspirés de l'attraction du même nom à Disneyland en Californie. Le jeu s'est super bien vendu, suffisamment pour être porté sur 5 consoles en 90 et 91, pour mériter une édition spéciale avec des graphismes et des musiques remis au goût du jour, sans dénaturer le jeu, mais qui font perdre l'aspect, qui ont le défaut en fait de perdre l'aspect pixelisé qui a fait le charme du jeu. Édition qui a été sortie en 2009. Les personnages qui sont hauts en couleur et les dialogues savoureux en fait lui ont valu de figurer encore aujourd'hui dans plusieurs classements des meilleurs jeux d'aventure par les sites spécialisés et de recevoir plusieurs prix. Et son impact ne s'arrête pas là, puisque de nombreux jeux lui font référence encore aujourd'hui, de Star Wars Le Pouvoir de la Force à Uncharted, en passant par The Witcher 3, et il y a même une extension dédiée pour Sea of Thieves qui est sortie, je crois, juste avant l'enregistrement de ce podcast. Alors ça s'est peut-être pas beaucoup ressenti jusqu'à présent, mais le jeu est vraiment bourré de gags. Rien que le système de duel à base d'insultes suffit pour dire que le jeu est très drôle, mais ça ne s'arrête pas là. Entre le vendeur de bateau qui te baratine pendant des heures pour faire cracher de l'argent, les anachronismes, la véritable nature du trésor légendaire, le fait que chaque mention de l'île de mêlée dans un dialogue s'accompagne de la mention trademark avec le petit thème, le fait que tout le monde considère Guybrush comme un gamin, la scène de cirque ou encore le caméo de George Lucas, on n'arrête pas de rire pendant le jeu. Les résolutions d'énigmes sont complètement loufoques quand elles ne sont pas ubuesques. D'ailleurs, les énigmes sont assez tarabiscotées pour te faire réfléchir un moment, mais en échange de ça, contrairement aux autres jeux d'aventure de l'époque, il n'est pas possible de mourir dans le jeu. Et ça contribue beaucoup au succès, parce que c'était quelque chose qui frustrait beaucoup les gens. Bon, en vrai, il y a un passage où on peut mourir, mais il n'y a aucune chance que ça t'arrive si tu ne sais pas que c'est possible et que tu ne l'as pas fait exprès. Il y a un passage dans le jeu où tu crois que t'es mort, mais en fait le jeu rembobine, te ramène en arrière tout seul juste avant la scène, en se moquant, en parodiant les scènes de mort des jeux Sierra Online qui étaient leurs concurrents de l'époque. J'aime aussi beaucoup le jeu en fait pour l'univers qu'il a créé. Donc la suite directe, Monkey Island 2, mais aussi le tout dernier épisode, Return to Monkey Island, qui est sorti l'année dernière, en 2022, qui a divisé les fans, mais comme son existence en elle-même constitue un petit miracle, on ne boude pas de notre plaisir. J'en profite pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans la série, mais que vous avez peur de ne pas avoir assez de temps pour tout faire, je vous conseille simplement de faire les 3 jeux que je viens de mentionner. Le 1, le 2 et le dernier, en fait, qui sont les 3 jeux, on va dire, canoniques, qui ont été créés par Ron Gilbert. Si vous prenez votre temps, vous les finirez en un week-end chacun, peut-être un poil plus pour le dernier. Et puis le dernier, il met en place un album de souvenirs, en fait, qui va relater les éléments qui sont survenus dans les autres jeux de la série que vous n'auriez pas eu le temps de faire. Ce que j'aime aussi dans le jeu, en fait, c'est toute la dimension un peu irréelle et onirique qui s'en dégage. Parce qu'en fait, quand le jeu commence, Guybrush arrive sur l'île, mais il arrive via le centre de l'île, en fait. Donc il n'a pas été amené par bateau, et il n'a aucune maison, il n'a aucune origine, en fait. Et ça continue donc sur les 3 épisodes scénarisés par Ron Gilbert. Ça prend une grosse importance sur la fin du 2, et c'est tout le dernier épisode. Je vais pas développer pour pas spoiler les gens, mais ça devrait vous émouvoir un petit peu. Et j'ai envie de terminer juste en citant la toute dernière phrase de Guybrush dans Monkey Island 1. Ne payez jamais plus de $20 pour un jeu vidéo. Oui, cette phrase a été écrite par les développeurs, et oui, c'est dans le jeu final. Tu es en train de me dire que sur Steam, je peux monter jusqu'à 20 € si jamais il y a des soldes. Parce que jusqu'à présent, c'était 5 € ma limite. Il est, je crois que sur Steam actuellement, il doit être à genre 12 €, ouais. Non, bah merci Émeric. Moi, en ce qui me concerne, il y a un truc que je n'ai pas compris en fait. Et qui, peut-être parce que j'ai découvert ça adulte, mais les duels d'insultes, c'est un truc que je ne comprends pas en fait. Je sais que ça fait partie de la licence. Alors j'aimerais bien, je sais pas, t'as plus pourquoi, comment en fait. Alors en fait, à la base, il voulait prendre pour exemple le jeu de Sid Meier's qui s'appelait Pirate pour les systèmes de combat à l'épée. Sauf que ils se sont rendus compte que ça collait pas en fait avec l'ambiance du jeu. Et en fait, ils se sont rendus compte que très souvent dans les films de pirates, les pirates en fait avant de se battre à l'épée, et c'était vraiment
même le duel à l'épée était une petite portion de la scène de duel. Ils s'invectivaient avant. Si jamais un jour on en parle, la classe américaine, au tout début, c'est un échange d'insultes entre deux marins en fait. Donc ils se sont dit, bah voilà, on va rendre hommage à ça. Et de toute façon, c'est tellement plus drôle que. Ouais, d'accord, mais je comprends mieux. Comment est-ce que tu peux rendre loufoque et drôle un combat à l'épée? C'est pas possible Oui, en fait. non, mais Donc, ça a un sens cinématographique dans le fond. Et donc, ah oui, à ce non, mais moment-là, c'est clairement un jeu fait par des amoureux du cinéma. Voilà, et c'est tout à fait logique dans le fond. Tu vois, mais je comprends beaucoup mieux maintenant. Merci en fait. C'est vrai que bon, je pense que c'est des jeux qu'il faut faire. C'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal avec les duels d'insultes. Mais après, bon, bah, c'est aussi une façon ingénieuse de remplacer les duels de cap et d'épée par autre chose de plus sympa, peut-être, ou en tout cas de différenciant. C'est vrai que ça aurait pas collé à l'univers du jeu. Après, bon, ce qui est vraiment bien, je trouve, dans ce Monkey Island là, c'est la réalisation, quoi. Clairement, le visuellement, c'est très très beau. Après, les animations, c'est un peu plus discutable, mais en tout cas, tout ce qui est visuel, c'est quand même très très beau, quoi. Enfin, faut se remettre à l'époque, c'est très beau. Tu joues, comme on disait, tu joues un peu ton film interactif, quoi, ou en tout cas ton dessin animé interactif, et ça, c'est une vraie performance sur Monkey Island, quoi. Et je pense que sans ça, ça aurait juste pas marché, mais du tout. Et effectivement, si t'écoutes bien, t'as une bande son qui est quand même assez monstrueuse, et je pense que c'est limite. Si on devait donner des notes sur 20 aux différentes catégories, je pense que la bande-son, c'est le truc que je noterais 18 sur 20 et que je mettrais en avant, même devant le jeu en lui-même, parce qu'ils ont vraiment, vraiment bossé pour que ça rentre dans l'univers. Ah, hyper culte, ouais. Ouais. C'est vraiment, vraiment culte. En fait, cette espèce de bande-son que tu dis bien intégrée, en fait, ils ont développé, ce que je crois qu'ils n'avaient pas sur Indiana Jones, en fait, ils ont développé avec ce jeu un truc qui s'appelle iMuse, qui est un truc fait pour les compositeurs, en fait, pour faire coller au plus près possible de ce qui se passe à l'écran ta musique du jeu vidéo. Carrément. Moi, un dernier point, tu parles de 2009, mais il me semble qu'il y a eu une ressortie il y a 2-3 ans de Monkey Island, ou une suite peut-être. Alors, il y a eu le tout dernier qui est sorti il y a l'année dernière, en 2022. Ouais, c'est ça. C'est parce que je vous en parlais, du coup, c'est un petit miracle. C'est parce que donc, quand Disney a racheté Star Wars, ce qu'on appelle le rachat de Star Wars par Disney, ils n'ont pas juste racheté Star Wars, ils ont racheté Lucasfilm et donc LucasArts, qui est une filiale, et toutes les licences qu'elle a avec. D'où le fait que Disney possède Monkey Island, possède Indiana Jones et la dernière croisade, le jeu, possède tout un tas de jeux. Et en fait, ils ont décidé que, dans un premier temps, Lucasfilm ne serait qu'une boîte qui s'occuperait de gérer des noms de licences déjà existants. Puis ils ont décidé de le fermer, parce qu'ils se sont dit, ça nous coûte de l'argent alors qu'on n'en fait rien. Et à ce moment-là, en fait, Ron Gilbert a commencé des tractations avec Disney. Il leur a dit, écoutez les gars, je vous en supplie, vu que vous ne voulez rien faire avec Monkey Island, revendez-le moi, s'il vous plaît. Vous voulez pas faire de suite, en fait, ça ne vous sert à rien. Donc laissez-moi faire quelque chose avec. Là-dessus, tout un tas de fans ont fait des pétitions pour dire, ouais, Disney, revendez les droits de Monkey Island et Maniac Mansion, parce qu'il a demandé Maniac Mansion aussi. Et Ron Gilbert a dit, en fait, c'est très sympa ce que vous faites, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça me dessert. Parce que du coup, si Disney voit que vous êtes intéressé, ils vont se dire, mais pourquoi on vendrait? On pourrait en faire de l'argent nous-mêmes, en fait. Donc, il a dit, arrêtez ça. Et au final, le 1er avril 2022, dans un tweet, Ron Gilbert nous balance le trailer de Return to Monkey Island. Et je me dis, c'est vraiment un bâtard, parce qu'il sait tous qu'on aime ce jeu et tout. Et franchement, c'est le poisson d'avril le plus merdeux du monde. Et du coup, je retourne voir sur internet le 2 avril et le trailer n'a pas été débunké. J'ai fait, oh putain, c'est le plus beau jour de ma vie. Et effectivement, donc l'année dernière, on a eu le tout dernier Monkey Island qui est juste une fin pas parfaite mais excellente à la saga. D'accord. Bah, écoute, merci Émeric. Et on va enchaîner avec Mehdi. Oui, du coup, moi, je vais vous parler d'un album. Du coup, je vais vous parler d'un album qui est sorti dans les bacs le 19 mars 1990, qui est Violator de Depeche Mode, qui est globalement le sommet unanime du groupe. Tout le monde est d'accord. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'albums sur des artistes comme ça qui ont une belle discographie où les gens peuvent tous se mettre d'accord sur un seul album parce que chacun a ses préférences. Mais là, en l'occurrence, celui-là, que ce soit la critique ou les fans, tout le monde est d'accord pour dire que c'est leur summum. Ils n'ont jamais atteint ce niveau-là. C'est un opus à l'époque qui est révolutionnaire, qui a vraiment marqué un tournant dans la carrière du groupe parce que jusqu'alors, ils étaient plutôt pionniers dans la musique électronique sur ce qu'ils faisaient. Et là, ça les a vraiment propulsés en tant qu'artistes majeurs de la scène internationale. Et en fait, plus 30 ans après, c'est toujours un album qui passionne et qui reste incontournable. Et ce qui est bien dans cet album, c'est que vraiment, on a tout ce qui est la quintessence de Depeche Mode. En fait, on a les ambiances lourdes et pesantes, on a ces synthés qui sont phénoménaux, qui sont stratosphériques, avec des mélanges de bruit et de son. On a la voix toujours de Dave Gahan, qui est cette voix un peu grave. Qui va nous porter, et toujours avec les compositions de Martin Gore, qui est le compositeur principal avec Dave. Donc Violator, c'est un album vraiment qui est
l'évolution, ça montre l'évolution de Depeche Mode au cours des années. Ils sont passés d'un groupe de synth-pop dans les années 80 à un groupe vraiment de rock avec une signature musicale mais qui est vraiment distinctive. Ils ont vraiment mélangé tout ce qu'ils savaient faire dans la musique électronique qu'ils ont porté depuis les années 80 et à ça ils ont rajouté de l'électrique, de la mélodie. Ils ont commencé à faire un espèce de pot pourri de tout ça et ils ont réussi à sortir un son qui à l'époque est assez audacieux et innovant. Donc cet album, c'est un album où ils sont aussi clairement influencés par de la musique dance et de la techno. Donc du coup, ça se fait sentir tout au long de l'album parce que les rythmes sont un peu plus hypnotiques, les lignes de basse sont un peu plus pulsantes, elles sont un peu plus vives que la normale, les synthétiseurs, ils prennent énormément de place et tout ça, ça apporte en fait un tout, ça apporte une atmosphère un peu sombre, mais qui fait aussi voyager, quoi. En fait, l'album Violator, c'est quasi que des perles. Et en fait, quand les gens parlent de Depeche Mode, en fait, souvent, les titres qu'ils citent, ils viennent tous de ce même album et on ne cite aucun titre d'un autre album. Donc, c'est un album qui a que 9 titres. C'est ça le truc. C'est 9 titres et on a la moitié qui vont devenir des tubes interplanétaires et qui vont être reconnus. Donc, c'est sur cet album qu'on a le Word in My Eyes, qu'on a le Personal Jesus qui est voilà, le titre de Depeche Mode. On a le Enjoy the Silence, qui est aussi un titre fondamental, le Police of Truth, etc. Donc, le premier single qui est sorti, il est sorti du coup en 89. Il faut savoir que 2 titres sont sortis avant l'album. On a eu le Personal Jesus, le Enjoy the Silence, et après est sorti l'album, donc il a eu 2 singles. Et en fait, cet album, c'est pas un bijou pour rien, parce qu'au-delà de la créativité de Dave Grohl au chant, en fait, et de Martin Gore, en fait, c'est surtout qu'ils se sont fait accompagner par Mark Ellis, qui est D-Flute, qui est un ingé son anglais, qui lui a aussi une discographie déjà monstrueuse et qui a une référence pour ça. C'est à lui qu'on doit certains albums de New Order, on lui doit les Falls, on lui doit du AA, on lui doit Sigur Rós. Donc c'est quand même un mec qui a bossé sur des trucs très très différents. Il va bosser sur 30 Seconds to Mars avec Dave Grohl, et puis il va bosser sur Sigur Rós, qui a rien à voir, qui est complètement. Il va bosser sur Arctic Monkeys, The Smashing Pumpkins, pardon, et il va aussi bosser sur The Killers. Donc c'est un mec qui est très très polyvalent. Et déjà à cette époque, on sentait qu'il était très polyvalent. Donc on va juste revenir. Moi, je vais juste revenir sur certains titres très rapidement parce qu'il faut les citer. Le Personal Jesus que tout le monde connaît. Pourquoi on le connaît? Parce qu'en fait, c'est simple et en même temps en texture c'est complexe, mais c'est surtout que c'est des riffs entraînants. Les paroles, on les comprend pas trop de Personal Jesus, on sait pas trop ce qui se passe, mais on sent ce qu'il veut passer comme émotion. Et c'est surtout que c'est un titre qui est très rock. Et pour Depeche Mode à l'époque, ils étaient pas dans le rock vraiment, ils étaient vraiment dans l'électro, quoi. Enfin l'électronique comme on l'appelle à l'époque. Et à ça, du coup, il va y avoir d'autres titres. Donc World in My Eyes, où là c'est de la mélodie, on est presque sur de la balade un peu rythmée. Le Sweetest Perfection, c'est la seule qui est interprétée par Martin Gore tout seul, et donc c'est lui qui va chanter, ce qui est assez étonnant. Et on va être plutôt sur du symphonico-électronique, donc on revient un peu à ce qu'ils savent faire le mieux. Et Enjoy the Silence, lui, c'est vraiment un titre qui est intemporel, quoi. C'est un titre qui va revenir très très souvent. Ça mélange vraiment des sonorités électroniques. Là, c'est l'une des rares musiques où Dave Gahan, il a vraiment une voix où il est plus dans l'incompréhension, il accompagne vraiment, il se met vraiment dedans, et du coup il apporte vraiment énormément en fait sur son interprétation, et il rend le truc très poétique, ce qu'il n'avait pas toujours l'habitude de faire avant. Donc pourquoi Violator, c'est vraiment l'album pour moi de 90, il n'y en a pas d'autre, quoi. En tout cas c'est le plus emblématique, c'est que c'est un truc qui est acclamé par la critique dès sa sortie, quoi. Il a obtenu sa reconnaissance mondiale, c'est un succès commercial. On passe d'un Depeche Mode connu dans la musique électronique à un Depeche Mode meilleur groupe limite de rock de cette année-là. Enfin, ça fait vraiment toute la différence. Et c'est surtout que c'est un groupe qui a laissé, enfin, c'est un album qui a laissé un héritage mais colossal derrière lui. Donc c'est pour Depeche Mode le symbole du changement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur zone de confort sur ça, et à partir de là, ils ont vraiment trouvé le renouveau, quoi. Et en fait, le problème, c'est que du coup, la vie des musiciens de Depeche Mode, elle se retranscrit dans cet album sur le côté à la fois sombre et le côté incompréhension, comme dans Personal Jesus. C'est que c'est quand même un album qui est porté par des problèmes de santé, des problèmes conjugaux, des dépendances à la drogue. Et en fait, tout ça, ça se retrouve dans l'album. Et en fait, c'est ce qui fait que ça fait toute la différence. C'est bon. Violator, c'est vraiment un joyau musical qu'il faut écouter. En tout cas, l'un des meilleurs des années 90 qu'on puisse trouver. Et en fait, en anecdote, pour vous dire à quel point on se rend pas compte, à quel point ça a été impactant, c'est que cet album et Personal Jesus et Enjoy the Silence, c'est 2 titres qui ont été repris, mais à foison. Il y a un nombre de reprises de musique de cet album qui est incommensurable. Enfin, c'est vrai, pour Personal Jesus,
Je peux vous en donner quelques-uns. C'était repris par Johnny Cash, No One Is Innocent, Nina Hagen, qui a rien à voir avec cet univers-là, Garbage, Chaka Ponk. Enfin, et c'est vraiment des artistes de tout horizon qui vont les reprendre. On a eu également sur Enjoy the Silence, on a eu Kim Wilde qui a repris ça, Keane, qu'on connaît plutôt quand même pour de la balade, qui vont se dire on va faire Enjoy the Silence, Moriarty, Susan Boyle, la gagnante télécrochet anglaise, Carla Bruni Sarkozy a fait ça en 2017. Et plus largement, on va avoir des groupes comme Deftones, Rammstein, Smashing Pumpkins, Overphonic, enfin vraiment des groupes de tout horizon, pas que des groupes de rock qui vont reprendre ça. Et étonnamment, en contrepartie, Depeche Mode, ils n'ont pas repris grand-chose. Et je vais finir là-dessus, c'est que Depeche Mode, ils ont fait que 4 reprises. Il y a Route 66 de Bobby Troup, Dirt des Stooges, So Cruel de U2 et Heroes de David Bowie. Et c'est pour montrer à quel point cet album et ces tracks ont été énormes, c'est que c'est encore jusqu'à là 2017, la dernière chose c'était 2017, et Indochine l'a repris aussi sur un Taratata, c'est que les artistes de tous les univers se sont rattachés soit à Personal Jesus, soit à Enjoy the Silence et ont fait des reprises. Pour montrer à quel point vraiment c'est un album impactant. Et donc voilà, je sais pas si vous avez écouté ça. Je sais que c'est pas forcément le plus facile à écouter, puisqu'il faut aimer Depeche Mode. Alors moi, c'est un peu spécifique parce que c'est un de mes top 5 albums de tous les temps. Je me souviens dans le train, quand je me faisais 1 heure de train, je me mettais l'album en entier. Franchement, ça s'écoute très bien comme un album concept. N'hésitez pas à écouter tout l'album. Je sais que tu disais que c'était vraiment le sommet d'un quart de Depeche Mode. Évidemment, c'est vraiment au top du top. Et Depeche Mode a sorti également plein d'albums dans plusieurs genres. Je pense que ce qui était vraiment très cool avec cet album, c'est vraiment... on disait tout à l'heure Personal Jesus, qui est en fait un mélange entre du blues rock et vraiment de l'électronica. Comme le disait Mehdi, et ça, je pense que ça a vraiment très très bien marché. Par petite anecdote, moi, ça fait toujours marrer Personal Jesus quand je l'entends parce que il y a le fameux Reach out and touch face. Moi, je peux pas m'empêcher d'entendre Richard m'a touché, Richard touch me, Richard touch me. Et je comprends pas pourquoi c'est pas une image LGBT ce morceau du coup. Moi, c'est un truc qui me fascine avec Personal Jesus, c'est que ça fait partie de ces chansons, peut-être parce qu'on les a beaucoup écoutées, qui paraissent évidentes, encore une fois. Et moi, à l'origine, je connaissais la version de Johnny Cash. Très bonne version d'ailleurs. Et après, je découvre qu'il y a une version de Marilyn Manson aussi. Et puis je finis par découvrir la version d'origine qui est finalement tout aussi solide parce que, ça rejoint ce que tu disais sur comment se fait-il que finalement Johnny Cash qui fait du blues, ça fonctionne précisément parce que la compo peut fonctionner dans ce style-là, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les reprises. Et oui, c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. En tout cas pour cette chanson, quoi. Puis t'as des trucs qui sont un peu improbables aussi, j'en ai pas parlé pendant le truc, mais Enjoy the Silence, on a quand même la version donc, de Depeche Mode d'origine donc, de 90, mais il y a aussi une version portée par Depeche Mode, donc, que tu peux retrouver sur leur chaîne YouTube, qui est la réinterprétation de Mike Shinoda de Linkin Park, qu'ils ont officiellement signé d'eux-mêmes en Depeche Mode, réinterprété par Mike Shinoda, qui est aussi incroyable, parce que c'est la même, mais on rajoute un peu le savoir-faire de Mike Shinoda sur les synthés, les trucs, et du coup, c'est un espèce de truc où ils ont vraiment conservé la track d'origine. Mike Shinoda a repris de la version d'origine, il a juste rajouté ces trucs par-dessus, et pareil, ça marche super. En fait, ça montre, c'est un titre qui pourrait marcher à quasiment toutes les époques, quoi. Et tu sens, en plus, on en a parlé sur l'épisode 89, mais tu sens que derrière, on a quand même une petite influence de The Cure. On sent que l'album, 1 an avant de The Cure, qui était un peu aussi sombre et qui a commencé à intégrer ses nappes de synthé, et qui était plus rock, on sent que Depeche Mode a eu cette influence de se dire, tiens, ou ils y ont pensé en même temps, mais ils sont arrivés sur cette espèce de mélange rock-électro. Tu sens que ça leur a attiré l'oreille et qu'ils sont partis aussi sur un truc similaire, quoi. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que le monde est tout petit, quoi. Parce qu'en fait, fin 80, début 90, en fait, on se rend compte que tous les artistes s'influencent, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et je sais plus si c'est pour les 15 ans et les 20 ans que Mike Shinoda sort ce Enjoy the Silence, mais c'est ouf quand tu penses à Personal Jesus, qui est donc, comme je disais, blues rock electronica. Là, ils arrivent à faire un mélange Depeche Mode, Linkin Park. Sur le papier, ça a l'air improbable, mais ça sonne tellement bien. C'est vraiment génial. C'est 2009, donc du coup, c'est quasi 10 ans après, quoi. Enfin, 20 ans après. Merci. Et on va enchaîner avec le dernier tour finalement du fil rouge qui nous porte sur les 3 émissions. Et donc on va parler de Retour vers le futur 3. Mais dis un avis sur Retour vers le futur 3. Je sens que tu vas être beaucoup moins enthousiaste que sur le 2.
Oui. Vincent, Et je pense que Vincent va être du même avec moi. Bon, c'est pas un film marquant. Hein. Émeric. J'ai envie de taper des gens là, mais Ah. ils sont intouchables. Alors oui, on peut dire que c'est moins bien de la trilogie. Ça en fait pas un mauvais film peut-être, mais et puis je sais pas si pour moi c'est le moins bien de la trilogie. Pour moi, c'est celui qui a la meilleure musique. J'adore le thème Americana le thème de Retour vers le futur repris en version Americana. Ils se sont quand même offert les ZZ Top. Qui apparemment étaient juste là pour visiter le plateau et qui ont improvisé ce caméo finalement. Ça se fait souvent dans le cinéma. Tu parlais de Prince la dernière fois, ça s'était fait aussi. Ils se sont offert Flea, alors qu'il lui il a plutôt un rôle qui n'est pas utilisé comme musicien du coup. Mais non, et puis c'est une conclusion assez bien fichue qui amène de nouveaux personnages, qui amène un nouveau design pour la voiture. Et puis qui donne un peu aussi d'importance à Doc, ce qu'il n'avait pas tant que ça avant. Je veux dire, avant, Doc, c'était quoi son grand moment de gloire dans le film? C'était il tirait une balle en direction des Libyens, il est loupé quoi. Alors que là, voilà, là il sauve Marty avec son fusil, qui peut abattre une puce dans le dos d'un chien à 500 mètres et c'est braqué droit sur ta tête, Tannen. Je veux dire, là, c'est son time to shine à lui en fait quoi. Ouais, alors le film est le préféré de Christopher Lloyd a raison précisément parce que. Parce qu'il y a quelque chose de plus important, c'est le préféré de Bob Gale aussi, mais tout simplement, et apparemment ça a été un gros truc au moment où ça a été tourné, parce que tout le monde, toute la profession voulait faire un western, et par conséquent, à partir du moment où le 3 est véritablement un western, tout le monde bandait à l'idée de participer à ça. Et oui, c'est un vrai beau western, bien photographié, avec une belle lumière, et des beaux costumes et des beaux décors. Après, je trouve qu'il est finalement un peu que au regard des deux autres. Alors que quand tu le prends en tant que tel, moi j'ai essayé de le regarder en me disant ne pense pas aux deux autres. Et quand tu le regardes en tant que tel, tu dis oui, c'est un film qui est bien. C'est un film qui est vraiment bien, qui est solide, qui se tient, qui est marrant, qui développe des bons trucs. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il est passé après le 2. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il passe derrière le 2 qui pour moi est incroyable. Et du coup, il perd de sa saveur. Néanmoins, il y a des trucs vachement bien. En fait, tout ce que tu attends d'un western est là, remis à la sauce Retour au futur, notamment la séquence de train, remonter un train pour finalement atteindre les 80 miles et revenir dans l'époque d'aujourd'hui. C'est vachement bien tout ça. Et pareil, tu as des scènes de duel. En fait, tu as tout ce que tu attends. Tu as aussi un très beau foreshadowing qui est fait dans le 2 quand Biff Tannen regarde Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Désolé les filles, la fête est finie. Et où il va voir que Clint Eastwood utilise une plaque en métal pour survivre à un duel, et chose que va faire Marty McFly finalement. Et il y a tout un tas de ponts qui sont faits finalement entre tous les films. Le film est assez généreux en foreshadowing sur les 3 épisodes. Et donc oui, la conclusion est bonne. Je n'arrête pas de m'empêcher de me dire qu'il passe après le 2 et c'est dommage. Néanmoins, il est solide. J'ai l'impression que dans beaucoup de trilogies qu'on a comme ça, c'est souvent le 2 le meilleur. Matrix me fait mentir. Mais vous prenez Star Wars, je pense que sur la première trilogie Star Wars, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'Empire contre-attaque le meilleur. Oui. Il y a plein, vous prenez Les Parrains, genre de choses. Il y a beaucoup de trilogies où les gens disent le 2 c'est le meilleur, le 3 est un peu en dessous. Et effectivement, le 3 il se tape toujours l'héritage des 2 premiers, il doit faire aussi bien que ses grands frères, et c'est l'ambition du public, mais c'est pas forcément l'ambition des réals. L'ambition du réal, c'est de faire une fin qui fait honneur à la saga qui a été faite, et pas forcément de relancer la machine derrière quoi. Ouais, alors sur les trilogies, en fait, c'est que tu as des constructions narratives qui font que le deuxième acte est toujours un acte plus sombre, où il y a plus de péripéties et où le héros va plus être mis à mal. Et ça, je pense que le public, quand c'est bien foutu, préfère ça. Après, je pense que ce qui dessert le 3, c'est qu'il est moins dans l'action, dans l'immédiateté, par rapport au 2, où tu traverses plein d'époques, ou le 1, où tu as beaucoup plus d'enjeux finalement. L'enjeu de Marty, le 3 est plus calme, mais l'enjeu de Marty est moins présent dans le fond. Ouais, et puis surtout dans le 2, il s'agissait de sauver le temps, en fait, presque pas l'univers, mais toute la temporalité de Biff prend le pouvoir, alors que là, au final, c'est je dois juste rentrer chez moi, c'est beaucoup plus à échelle humaine, en fait. Enfin, je dois rentrer chez moi sans me faire tuer. Ouais. Puis ça aurait pu être autre chose, c'est Retour vers le futur. Enfin, dans les faits, moi, quand je prends le scénario, en fait, il y a tellement peu d'adhérence avec les 2 premiers que tu me mets le même film qui s'appelle je suis dans le Far West, avec d'autres acteurs et le même scénario, je pense que j'aurais vu le même film, parce que tu as ce côté-là aussi, si on le regarde tout seul,
bah on va pas trop s'attacher au personnage parce qu'en fait on s'est déjà attaché avant et que là bah on est un peu sur notre fin. Il y a, comme vous dites, il y a pas d'enjeu vraiment à ce truc là à part de dire je vais sauver le doc et je reviens. Bon bah voilà, pour moi c'est ça qui pêche un peu, et puis c'est un film aussi qui malheureusement, autant les autres, le 1 et le 2 ont beaucoup de personnalité, ils ont leur propre impact et leur propre patte, autant celui-là, moi je me souviens de plein de trucs où je sais que j'avais l'impression que c'était du dropping de références à tout va, quoi. Il y a des références à Clint Eastwood, il y a des références à Michael Jackson, il y a des références À Disneyland. à Disney. Enfin, j'ai l'impression qu'on regarde un film humoristique mais qui aurait pu être autre chose qu'un retour vers le futur, tant bah, il a pas trop sa personnalité, quoi, celui-là, quoi. Et ça, il reste très bien, hein. Ça reste c'est un film que j'aime bien quand même. Il dit ça parce que j'ai mis un couteau sous la gorge. Ouais. Non, mais j'aime bien quand même le film, mais ça aurait pu être autre chose qu'un retour vers le futur, que je pense que ça m'aurait pas plus marqué. Je tiens pas spécialement à Michael J. Fox pour jouer ça. En fait, Oui, je reviens 2 secondes sur le fait que tu dises on s'est pas attaché au personnage. En fait, ça fait 2 films qu'on a déjà développé l'attachement au personnage. Oui. Dans le scénario, t'as pas besoin de réinsister là-dessus, quoi. Sauf sur les nouveaux personnages que t'introduis, mais ils sont tellement secondaires que c'est pas important, quoi. Parce que tu t'attaches pas plus à Marty dans le 2 que dans le 1, en fait. Non, mais Tu t'attaches plus à Doc parce Si. qu'il a son arc narratif là, mais c'est tout. Si, je trouve, parce que Marty, dans le 2, enfin dans le 1, typiquement, tu vois, il a tout son voyage dans le passé où il est très centré autour de ses parents. Dans le 2, on découvre un personnage qui peut s'opposer aussi un peu au brut, parce que cette scène avec le overboard, elle est excellente, hein. Vraiment, il s'oppose, il se met en confrontation et il prend un peu de, entre guillemets, il fait gonfler un peu ses couilles, si je veux. Ça lui être arrive dans gentil. le 1 aussi, hein. Oui, mais c'est moins marqué. Dans le 1, c'est moins marqué, je trouve. Dans le 2, je trouve que vraiment, il s'affirme beaucoup plus. Et du coup, bah, le 1 suivi du 2, bah, je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent dans ce sens-là, parce que dans le 1, on le suit, on s'y attache. Dans le 2, on continue à s'y attacher. En plus de ça, bah, comme je disais, il s'affirme énormément plus. Et là, dans le 3, bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que... Bah, alors, je sais pas ce qu'on aurait pu faire comme développement du personnage. Peut-être qu'il aurait fallu faire un 3 un peu plus sombre. En fait, non, Mais- tu peux pas vraiment. C'est-à-dire comme je dis, en construction narrative, en 3 actes, tu ne peux pas faire plus sombre que ce que tu as déjà fait à l'acte 2. Tu vas nécessairement résoudre. Et par ailleurs, les scénaristes avaient, donc Bob Gale et Bob Zemeckis avaient la sensation d'avoir fait le tour du personnage de Marty. C'est précisément pour ça qu'il est en retrait. Et ils voulaient au contraire développer le personnage de Doc, qui, effectivement, dans les 2 premiers, passe plus pour un vieux savant fou comic relief, mais qui finalement est un rôle qui convient très bien, parce qu'il y a aussi une part de mystère, alors que là, on va lui ajouter une histoire d'amour, etc., etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un film qui est plus tourné finalement autour Ah oui, du Doc, et ce complètement. qui fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça fait un peu décrocher. En 3e, c'est qu'on était toujours centré sur Marty McFly, et que là, d'un coup, on change de personnage central, et peut-être que ça aurait peut-être pas dû être Back to the Future 3, et peut-être que ça aurait dû être un Back to the Future de Doc History ou de Doc Adventure, qui est vraiment assumé comme c'est effectivement dans la série, mais on ne considère pas que c'est la suite. On considère que c'est une side story sur un autre sujet. Peut-être que ça aurait été vu différemment. C'est quand même curieux parce que dans le dernier épisode, on racontait quand même que le 2 et le 3 avaient été écrits comme un seul, Oui. et pensés comme un seul Oui. film, en fait, quoi. Oui. Ouais. Et que c'est la prod qui a dit les gars, coupez ça en 2. Enfin, non, je sais pas si j'étais très clair, c'est que ils avaient un final dans le Far West pour le 2, mais ça commençait à faire trop long, et ils ont dit, OK, on va vendre ça comme 2 films. Donc, ils ont développé la partie Far West comme étant le 3, finalement. D'accord. Ce qui fait que, effectivement, si on part de ce postulat-là, ça veut dire que le 3, en fait, c'est juste une version de on veut finir là-dessus. Bah, va falloir broder pour en faire un film complet au lieu d'avoir juste Le Hobbit. quelques scènes un peu longues. Je sais pas, hein, mais ça Il y a expliquerait. un peu de ça. Après, ça reste intelligemment écrit, ça reste, il y a des points intéressants, comme je dis, des parallèles et du foreshadowing qui est fait. Ça reste touchant. Ça reste touchant. Non, mais ça reste bien Mais bandé. c'est un bon film. Hein. C'est à Ça, échelle on- humaine, en fait. Non, mais on est tous d'accord pour dire que c'est un bon film. C'est plutôt la place de ce film dans la continuité des deux, Voilà, des deux exactement. précédents où on se pose la question. Je viens de retirer le couteau sous la gorge de Mehdi. Ce qui m'a le plus marqué, évidemment, j'aime bien ce film, mais ce qui me marque surtout, c'est des petites scènes à la con, du style la scène avec Colt ou la scène avec le frisbee, quoi. Ah, ouais. Ou la Et, scène. Bah, d'ailleurs, la séquence du Colt est encore un foreshadowing du passage du 2 où il va jouer au jeu d'arcade pour te prouver que c'est un très bon tireur. C'est bien écrit dans l'ensemble. Voilà. Enfin, bon. Excuse-moi, je t'interromps. c'est vraiment foreshadowing le film, de toute façon. Mm. Moi, ce que je regrette, c'est quand ça se termine. Moi, pour moi, il n'y a aucun intérêt à la fin. Tu veux dire, à ce qu'ils partent explorer le monde avec sa locomotive et Clara, c'est Tout ça à fait. Ouais, non, ça, c'est le gimmick de fin parce que sinon, c'était. Bon, bah, en fait, t'es pas viré, le futur n'est pas écrit à l'avance. Et ça pouvait pas se terminer là, quoi. Il fallait faire un truc un peu grandiose, spectaculaire, comme la DeLorean qui s'envole à la fin du 1, Tout à fait. où il me semble qu'ils savaient pas s'ils allaient faire une suite. Ah non, directe. non, c'était une Ils- blague à Voilà, l'origine. voilà, c'était une blague. Et là, c'est pareil, c'est une blague aussi. Mais en fait, mon train, il vole, quoi. Il faut surtout pas changer le futur, sauf si ça me permet de niquer des gonzesses. Voilà. Ou de devenir plus riche. Exactement. Et voici donc qui conclut notre
parcours de la saga Retour vers le futur. Et je vais enchaîner avec Cocorico, une émission française, parce qu'en 90, il y a ce que je considère comme étant une des plus grandes émissions françaises qui ait jamais existé dans ce bas monde. Parce que oui, je vais vous parler de Fort Boyard. Et au panthéon des émissions de télé françaises, il y a Fort Boyard. Ou plutôt, les clés de Fort Boyard dans son nom d'origine. Mais quel est le concept de l'émission alors ? C'est un jeu d'aventure qui fait subir diverses épreuves à une équipe de 6 personnes. Alors la taille a varié un peu au fur et à mesure du temps, mais aujourd'hui c'est 6 personnes, afin de récolter le plus de boyards, la monnaie du jeu. Parmi ces épreuves, il y a à la fois des épreuves de force, d'adresse ou de réflexion. Alors oui, en 90, les jeux d'aventure, c'est pas forcément une grande nouveauté, il y en a eu pas mal, hein, mais je pense qu'elles n'ont pas eu une si grande longévité, une si grande ampleur que Fort Boyard, précisément parce que Fort Boyard a lieu dans un ancien fort militaire en Charente-Maritime, et rien que ça, c'est un décor qui pète la classe par rapport à un vieux studio de la plaine Saint-Denis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'émission va développer sa propre mythologie à travers des personnages hauts en couleur. Et selon moi, on y retrouve pas mal d'archétypes de personnages de cirque, comme l'homme fort, la boule, la dresseuse de tigre, Félindra, ou même les nains, Passe-Partout, Passe-Muraille. Et est-ce que le présentateur n'est pas lui-même un monsieur loyal, dans le fond, qui nous guide à travers cette aventure ? Fort Boyard, c'est aussi le père Fouras, personnage emblématique de vieux sage qui va poser des énigmes aux candidats avec, avant son fameux « Mon premier indice ». Alors, à l'origine, les candidats, c'était donc des anonymes qui participent et qui gagnent pour eux, finalement. Et c'est suite à un épisode spécial qui va impliquer des personnalités jouées pour une association que le format va évoluer pour faire exclusivement participer des personnalités jouant pour des associations. Alors, au cours de la durée de vie de l'émission, il y a parfois eu des tentatives à nouveau de faire jouer des anonymes pour des émissions spéciales, mais c'est très anecdotique. Le format, maintenant, c'est bel et bien des célébrités qui s'associent pour gagner de l'argent pour une association. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'émission est tellement populaire aujourd'hui que des personnalités qui sont relativement jeunes et qui ont grandi avec l'émission sont hyper excitées, hyper impatientes, quasiment de devenir célèbres pour pouvoir participer à l'émission. Je pense notamment à des gens très enthousiastes comme Big Flo et Oli ou ce genre de personnes. Et comme tout candidat normaux, on peut découvrir que certaines célébrités sont particulièrement redoutables comme candidats. Vianney roule sur toutes les épreuves, mine de rien. Et ça, c'est toujours amusant de voir ça. Alors, il y a des gens, tu t'y attends. Hein, quand c'est Philippe Etchebest qui participe, tu te dis, ok, il a fait du rugby. Mais quand c'est Vianney, la grande asperge, ça t'étonne un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'émission, elle n'a pas cessé d'évoluer au niveau des personnages ou esthétiquement. Et si je reviens sur le père Fouras, tout à l'heure, j'expliquais qu'avant, il faisait ses fameuses énigmes. Mon premier indice. Mais à partir des années 2010, c'est lui qui devient le maître du fort. Et c'est lui que les candidats doivent braquer désormais. Et donc, c'est lui qui tire les ficelles et qui a ses sbires, c'est les maîtres du temps, et c'est lui qui va désigner les épreuves et les candidats qui y participent. Les épreuves évoluent également. Certaines apparaissent, d'autres disparaissent. Et au final, c'est plus de 300 épreuves qui ont été conçues pour l'émission. Et le plus intéressant, c'est que l'aspect narratif est de plus en plus poussé. En fait, les cellules, qui sont les cellules du fort où se déroulent les épreuves, ont de plus en plus de thèmes, alors que ce soit une station de métro engloutie, une maison hantée, une station de ski ou une fabrique de ketchup. Alors, oui, l'émission, si on la regarde avec un regard très critique, on peut trouver ça kitsch, on peut trouver ça enfantin, mais c'est un divertissement familial, il ne faut pas l'oublier. Moi, je trouve ça assez bien rythmé dans l'ensemble, et ça implique tellement le spectateur que ça va provoquer du stress chez lui. Et ça, je pense que c'est le fait que les épreuves sont limitées et qu'on voit la clepsydre s'écouler qui ajoute de l'enjeu au spectateur. Et donc, pourquoi je considère que c'est au panthéon des émissions françaises ? Parce que quelle autre émission peut s'enorgueillir de rester aussi longtemps à l'antenne ? Parce que mine de rien, ça fait donc 33 ans que c'est à l'antenne. Qui a créé des expressions qui sont entrées dans le langage courant ? Parce que le sort, dire tout le monde le fait. Le temps. Qui a créé des personnages aussi mémorables que Passe-Partout notamment ? Et qui a exporté aussi fortement son produit ? Parce que Fort Boyard, ça s'est exporté très bien. D'ailleurs, le fort servant toujours de lieu pour les déclinaisons étrangères, et le père Fouras n'étant pas toujours le même selon les versions étrangères. Des fois, il est jeune, des fois, il est fantasque. Et c'est pour toutes ces raisons que je considère que Fort Boyard est très important dans le paysage culturel télévisuel français. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques. Je pense qu'on ne nous dit pas tout sur Fort Boyard. Est-ce que vraiment tout est tourné dans le fort ? Oui, tout. Absolument tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins... Il n'y a pas une culture du secret, hein, ils font des documentaires qui passent dans l'émission d'après, en fait.
En fait, il y a une deuxième partie d'émission où ils peuvent gagner de l'argent supplémentaire en faisant des épreuves. Et là, il t'explique la conception de telle cellule. Il t'explique comment en fait, c'est conçu à Paris. Puis après, c'est construit soit à Paris et ramené tel que au fort, ou bien construit directement sur le fort quand ils le peuvent. Mais effectivement, tout est fait sur le fort. Quand on voit des vidéos, des vues d'oiseaux du fort, le fort semble très petit. Non, mais ça c'est à l'image que c'est petit. C'est parce que c'est au milieu de la mer aussi que c'est petit. Mais je pense que c'est très petit pour avoir toutes les, Ah non, c'est super grand. tous les studios. Et on ne voit jamais la mécanique. On ne voit jamais les outillages, Bah non. les spots, tout ça. Donc, Enfin, si tu les vois, parce que quand ils se baladent dans le fort, ils sont obligés. Tu Je peux veux pas dire, c'est- tout cacher. Je sais pas si tu as mentionné, mais c'est une ancienne prison en fait, Fort Boyard. D'où les cellules, en fait. Voilà, tous les cellules, c'est pratique, c'est difficile de s'évader de trucs au milieu de l'eau, Ouais. sauf quand tu es à Alcatraz. Mais du coup, je pense, tu me disais, ouais, quel jeu télé peut s'enorgueillir d'une si grosse longévité. Il y a quand même Question pour un champion, Oui. qui est un peu plus vieux de 2 ans, mais qui a pas le même. Ça, c'est un jeu d'aventure du coup. Mais Voilà. je me souviens que ma mère, elle adorait Question pour un champion quand j'étais gamin. Ah, bah, Moi, ça ouais, me faisait ouais, chier. Par contre, j'attendais Fort Boyard tous les soirs le samedi sur France 2. Et tu parlais aussi des personnages du cirque. Tu disais, voilà, l'homme fort, le maître du fort, qui est un peu Monsieur Loyal. Moi, ça me fait plutôt penser à, c'est pas incompatible, hein, mais à des personnages de jeux de rôle. Oui, avec oui, le oui, présentateur qui est le maître du jeu. Oui, oui. En et fait, oui. effectivement, les autres, Effectivement, t'as le vieux sage magicien qui fait des énigmes. Je fais le parallèle avec le cirque parce que les nains, parce que je veux y voir ce parallèle parce que l'homme fort, mais en fait, oui, il y a un côté Donjons et Dragons porte monstre trésor dans Fort Boyard qui est assumé, qui est une des inspirations d'origine en fait. Qui a-tu arrivé en même temps que la série télé chantée par Dorothée, Donjons et Dragons, la grande aventure, là, non, à peu près en même temps. Sans doute, Ouais. tu es meilleur que moi là-dedans. Bon, je suis très mauvais sur les dates, mais il y a, en tout cas, c'est culte, c'est vrai, Fort Boyard. C'est tellement culte. Tu disais, il y a des gens qui attendent de pouvoir Ah oui. devenir grands ou en tout cas célèbres pour pouvoir. Moi, j'en soupçonne certains de créer leur célébrité pour ça. Bon, j'exagère, mais. On te revoit dans 5 ans sur le Putain, fort. mais alors moi, je rêve de faire ça. Moi, c'est pareil, allez, ça m'éclaterait, mais bon, j'en ai rien à foutre d'être célèbre, mais c'est une autre histoire. C'est C'est suffisamment culte pour que le JDG ait fait un épisode dessus aussi. Ah bah oui. Épisode très très drôle. Les et, inconnus ont fait une et parodie parodie que le parfaite, JDG a fait. ouais. Après, c'est cool parce que c'est la forme aussi du fort en lui-même, quoi. Après, il faut savoir que ce truc-là, il a été laissé à l'abandon avant que ce soit Fort Boyard Oui. qui reprenne, hein. Ça restait Oui. 80 ans et ça a été j'avais racheté. regardé un peu l'histoire. Au début, ils sont partis sur un truc pharaonique et c'est Napoléon qui a dit non, arrêtez vos conneries, on va pas construire un truc aussi gros, quoi. Et donc, c'est devenu, mais enfin, c'est un monument qui a littéralement tout connu. C'était un fort. De base, c'est censé être un fort de protection Oui, ça, j'avais de la côte. Donc, ils avaient construit justement pour protéger la côte. C'est devenu une place forte, c'est devenu un point de vision, c'est devenu une cible d'entraînement pour les Allemands. Enfin, c'est vraiment tout devenu, sauf que ça a tout fait. Hein. Et après, ça a été laissé à l'abandon et racheté et encore heureux que ça a été justement racheté pour faire ce truc-là, parce que sinon, tout le monde l'aurait abandonné, quoi. La production a racheté le fort et l'a revendu pour un franc symbolique à la région, Ouais. tout en ayant la main mise sur l'exploitation en réalité. Et alors, j'ai pas mentionné ça, mais c'est tellement populaire qu'il y a évidemment des déclinaisons en jeux vidéo qui sont toutes catastrophiques, soyons honnêtes, alors qu'on a Ouais, quand même un format à la base qui se prête vraiment aux jeux vidéo. Ouais, c'est un party game en fait. Ouais. Bah oui, Mais, et, putain, pourquoi il n'y a pas une seule bonne adaptation qui tient la route Bah, il y a eu des trucs par les communautés, hein. On a eu des versions Minecraft, Call of, mais voilà, c'est du un mode Call qui of est. au Fort Boyard. Ouais. Genre juste une map ou Là, vraiment c'est du une map par la gameplay, commu d'accord, ok. qui a été faite. Et effectivement, mais c'est vrai que les jeux vidéo, c'est vrai, de Fort Boyard sont tous catastrophiques. Mais les jeux vidéo des missions en règle générale sont tous catastrophiques. Question pour un champion, c'est le pire, je pense. Enfin, pas question pour un champion qui veut gagner des millions, c'est une purge monumentale. Désolé si certains qui ont bossé dessus passent sur ce podcast, mais c'est pas bien, quoi. Faut pas le faire. Alors autant pour les versions de l'époque, je pense que on prenait pas ça très au sérieux, on se disait oh, ça fera de la thune et tout. Mais enfin, moi je crois que c'est la toute première adaptation de Fort Boyard que j'ai sur PC. C'est buggé de chez buggé en fait. Tu peux pas faire. Je crois que c'est celle que j'ai et le jeu crash. C'est Donc, du FMV et ouais ça. Ah non, pas celle-ci, pardon. Ça, c'est celle que JDG avait couverte. Absolument. C'est Ouais. pas impossible, je sais pas. Honnêtement, en plus, surtout quand tu vois le thème, il y a, comme tu disais, je crois 300 épreuves. Je veux dire, il y a tout le contenu pour faire un Mario Party, Mario parce que Party, c'est je pas trouve ça très totalement, compliqué de faire ça et de se baser Fort Boyard juste avoir une map avec des dés comme un jeu de loi, comme le fait Mario Party, et avoir que des mini-jeux. Ça aurait pu être une super bonne idée, Putain, c'est clair. mais non, on n'est pas parti là-dessus, Allez, quoi. hop, petit
side Ça y project. est, je suis pris de priapisme. Ouais, voilà, ça aurait été ça, quoi. Et puis on aurait pu très bien avoir une direction artistique qui va prendre la boule, Passepartout comme des personnages un peu mignons à la Mario, qu'on intègre. Donc, Sur Wii U, les Mi, c'est les Mi à ton effigie aurait pu faire. Ça aurait pu être, on aurait pu assumer de copier un Mario Party avec les jeux de Fort Boyard. Clair. Et ça aurait été 100 fois mieux, quoi. C'est clair. Parce que clairement, ce sont des jeux, surtout les épreuves avec les maîtres du temps, c'est des jeux pour enfants, quoi. T'enfonces un clou avec un marteau, tu tires des sticks, enfin, il n'y a rien de. Et c'est ça qui est fort. C'est que tous les jeux qu'on voit dans les duels, c'est littéralement des jeux que tu peux refaire chez toi avec Et tes c'est pour gamins, ça que ça avec marche. rien. Parce que toi, tu te C'est- dis, putain, mais moi j'y arriverais chez moi si je le faisais en fait. C'est ça. Je veux dire, il y a aussi le jeu de l'aquarium. Enfin, je me souviens de le jeu avec l'espèce de petit aquarium avec les pièces. Enfin, c'est vraiment des trucs. T'as besoin d'un saladier et 2 pièces, quoi. Enfin, c'est ça qui était fort, je trouvais, avec Fort Boyard. Au-delà des épreuves travaillées dans les salles où là, effectivement, il y a de l'adresse, il y a de l'adrénaline parce qu'il y a des araignées, machin. Mais les jeux de duel, mais il y en a, je sais pas, au moins une centaine, je pense, à travers l'émission. Et ça, on fait un Mario Party avec ça, déjà, c'est réglé, quoi. Donc voilà, on va lancer appel à Fort Boyard. J'en rêve. Appel à Fort Boyard, on veut lancer un studio de jeux vidéo qui fera ce jeu. Il n'y aura pas de saison 2 à Post 4, on va Voilà. tous brosser sur le projet. C'est ça. Vincent, un mot sur Fort Boyard ou ça t'a pas bercé tes Non, soirées d'enfance? Ouais, j'ai pas trop regardé non plus Fort Boyard, mais j'ai des bons souvenirs en effet quand j'étais jeune. Je sais Rien, pas, Patrice Laffont. rien de plus pratique. Alors. Je me souviens avoir vu l'info de la boule qui a dit. Et ouais, il est mort assez Non, récemment. Alors, Patrice Laffont, rapidos, on se souvient de lui, mais en réalité, depuis, ça fait 20 ans que c'est Olivier Mine qui présente. Donc en fait, Olivier Mine a fait bien plus de présentations. Ouais, parce que qu'il Patrice a déjà plus longtemps, mais Patrice Laffont, c'était l'icône du truc, quoi. Ouais, maintenant, je trouve qu'Olivier Mine, il est impeccable, quoi. Je te dis, pour regarder encore Il aujourd'hui. fait plus MJ que Patrice Laffont, maître du jeu. Absolument, absolument. Bon, bah voilà pour Fort Boyard, et on va enchaîner avec quelque chose d'enfantin, finalement. Ouais, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Donc on est en décembre 1990. Tu déambules près des boutiques de ton quartier à la recherche d'un cadeau de Noël pour ta famille. Tu traînes des pieds parce qu'en fait, t'as pas vraiment envie de leur offrir un truc. Parce que t'as 17 ans et tu t'es pris la tête avec toute ta famille. Pour une histoire de... T'as cassé un vase, quoi. C'est même pas grave. Et tu comprends pourquoi ils sont tous mis à te disputer à ce moment-là. Même ta sœur, qui n'a rien à voir dans l'histoire, elle s'y est mise aussi. Bref, tout le monde te fait la tête, tu fais la tête à tout le monde et tu leur dresses plus un mot, quoi. Ton attention est soudain attirée par une affiche colorée alors que tu passes devant ton cinéma de quartier. Un gamin qui se prend la tête entre les mains et hurle à plein poumon alors que deux types à la mine patibulaire le regardent avec un air mauvais. Purée, si le gamin joue aussi mal qu'il se pose sur la photo, le film va vraiment être pourri. De toute façon, tu commences à trouver que les films n'ont plus cette vibe qu'ils avaient quand t'étais enfant, que c'était mieux avant. Maman, j'ai raté l'avion, ça s'appelle. Mais ton regard s'arrête sur deux noms que tu reconnais sur l'affiche. John Hughes au scénario. L'homme qui t'a offert ses chefs-d'œuvre que sont Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller, remplis pour une comédie familiale. Une comédie familiale, quelle ironie, quel timing. Mais tu connais le bonhomme. Il écrit toujours sur les enfants avec une certaine compassion et une justesse rare. Il n'a pas oublié ce que ça signifie d'être un enfant, d'être en décalage complet avec les adultes, et c'est encore plus impressionnant qu'il a 40 balais. L'autre nom que tu reconnais sur l'affiche, c'est celui de Chris Columbus, le créateur des Goonies et des Gremlins, et cette fois à la réalisation, et ça ne peut être que quelque chose de mémorable. Comme son comparse, il a un don pour raconter l'enfance et se mettre à la place des gamins qu'il filme. Même si t'as grandi depuis les Goonies, tu t'identifies toujours plus à Mickey qu'à Schwarzy. Du coup, tu te dis que peut-être bien que tu vas te reconnaître un peu dans l'histoire de Kevin McAllister. Tu sors 30 francs pour payer ta place et tu décides de faire une pause dans tes achats de Noël. Il te faut pas longtemps pour réussir à t'identifier au personnage. Malgré les 9 ans qui vous séparent, l'intrigue se lance avec une scène de dispute entre Kevin et toute sa famille. Il souhaite les voir disparaître et son vœu sera exaucé puisque grâce à un incident complètement improbable, sa famille part à Paris pour Noël mais sans lui, ils l'ont oublié à la maison. On dirait bien que son rêve s'est réalisé. Pas de frère, pas de sœur, pas d'adulte, et pas de règles. Alors que sa famille tarde à se rendre compte de son absence, lui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il regarde la télé jusqu'à pas d'heure, il mange n'importe quoi, n'importe quand, il vit sa meilleure vie. Et c'est à ce moment-là qu'entrent en scène les casseurs flotteurs qui voulaient profiter de l'absence des McAllister pour cambrioler leur maison. Mais Kevin est sacrément débrouillard, et heureusement, on est dans un film réalisé par Chris Columbus. On a droit à une séquence d'anthologie où Kevin va préparer toute une série de pièges, plus ou moins dangereux, voire cruels pour certains, pour défendre sa maison. Et là, on se retrouve dans une ambiance digne des Goonies, mais croisée avec Bugs Bunny. La cruauté de Kevin, elle est sans limite. Fusil à plomb, fer à repasser qui tombe sur la tête, chute dans les escaliers, des clous utilisés comme chausse-trappe, une migale et même un lance-flamme improvisé ne sont qu'une toute petite partie des pièges utilisés par Kevin pour tourmenter les cambrioleurs. Il y a même une poignée de porte chauffée à blanc qui va brûler la main de l'un d'entre eux et laisser sa marque dans un hommage très réussi aux aventuriers de l'Arche perdue. En parallèle de tout ça, Kevin se rend compte que sa famille lui manque, alors que de son côté, sa mère remue ciel et terre pour rentrer à la maison et s'occuper de son fils. Finalement, la police arrête les méchants, les McAllister rentrent à la maison, tout le monde est content de se retrouver, le voisin flippant dont j'ai absolument pas parlé se réconcilie avec sa famille, blablabla, happy end à l'américaine, tu connais. Bon, le film était cool. Déjà, il te permet de te rendre compte que même à l'aube de ta majorité, tu as toujours une âme d'enfant et que c'est bien d'y faire appel parfois. Et puis quand même, ça te fait réfléchir. Oui, tu t'es identifié au personnage, c'est une des forces du film.
Tout le monde, à tout âge, peut se retrouver soit dans Kevin, soit dans sa famille ou dans son voisin. Et ça fait mouche. Tu te dis que toi aussi t'en as marre d'être fâché avec ta famille. Tu voudrais bien juste les voir ou leur parler sans qu'il y ait de dispute. Tu t'en veux d'avoir attendu qu'elles te manquent pour te rendre compte que c'est important. C'est peut-être ça être un enfant. Ne pas se rendre compte que ces choses qu'on tient pour acquises sont essentielles justement parce qu'elles nous permettent de passer notre temps à rêver. Pour parler de chiffres, le film a remboursé ses 18 millions de budget en à peine plus d'un week-end juste sur le continent américain et a rapporté plus de 470 millions, ce qui fait un bénéfice de plus de 2600%. Il a raflé 11 récompenses pour 17 nominations, a lancé la carrière de Macaulay Culkin et une licence de 6 films qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il a inspiré le nom d'un groupe de rap français, Les Casseurs Flotteurs. Oui, pour une fois que j'ai une référence musicale, je la place. Donc pourquoi j'aime ce film ? Déjà, il y a toute la séquence où Kevin protège sa maison qui constitue le cœur du film. C'est indémodable. Demandez aux gens ce qu'ils ont retenu de Maman, j'ai raté l'avion, que ce soit le 1 ou le 2, ils vont vous répondre les pièges. C'est drôle, c'est fun et ça nous aide à assumer notre petit côté sadique. Je dis sadique parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, on voit apparaître un peu partout sur Internet des articles écrits avec des professionnels de santé qui nous expliquent que les 2 cambrioleurs auraient dû décéder si ça s'était passé dans la vraie vie. D'où le côté cartoons Bugs Bunny dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, c'est le côté esprit de Noël qui se dégage du film que j'aime beaucoup. Le film sans la dinde marron, la neige et le chocolat chaud. D'aussi loin que je me souvienne, il n'y a pas une seule année où TF1 n'a pas diffusé le film à l'approche de Noël, et je ne vous parle pas de diffuser ça avant les vacances, en pleine journée, à une heure où tout le monde travaille. Non, je vous dis en général, c'est le 23 ou le 24, les gens sont en vacances, ils ont le temps et l'occasion de le voir. C'est le rendez-vous obligé des fêtes de fin d'année, et la musique de John Williams est particulièrement adaptée à l'ambiance chaleureuse qu'on veut voir à cette période. Et puis le film ne parle pas que de l'enfance, mais de la famille aussi. Toutes les familles se disputent, mais toutes n'ont pas la chance de se réconcilier. Le film te rappelle que si tu as choisi tes amis, ta famille, elle est imposée. Et malgré les engueulades, c'est important d'essayer de se retrouver et de se réconcilier. Tu sais pas pourquoi tu les aimes, tes parents, mais tu les aimes. Et puis c'est peut-être ça en fait, une famille. Des gens qui se crient dessus, qui se prennent la tête, parfois pour des conneries, parfois pas, mais qui au bout finissent par fêter simplement la joie d'être ensemble, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe le prétexte. Moi, c'est ça que j'aime dans ce film. Ah, merci Émeric. Merci pour cette magie de Noël. Quand tu le décris, je suis absolument d'accord avec toi. En fait, il y a un côté gag et cartoon. Il ne faut pas y voir de malice. Je ne comprends même pas que des gens aient envie d'écrire un article disant hey, j'aurais dû mourir. Mais il faut faire du clic. Mais c'est du cartoon, en fait. Et dans un cartoon, tu en prends plein la gueule et tu survis à chaque fois. Mais c'est ça qui est drôle, finalement. Et moi, c'est vrai que la musique, c'est John Williams. Et j'avais oublié ce point. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-dedans? Mais en fait, ça le fait triper aussi. C'est le truc, le rapport à l'enfance, le film de Noël. Donc, non, mais c'est vachement bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, dans le fond. Sur la musique, ça a failli pas être lui. C'était Bruce Brofton, à l'époque, qui avait été envisagé. Je crois que Williams il n'était pas dispo. était vraiment partant. Ouais, lui, il était très partant, mais ils avaient demandé à Bruce Brofton de s'en occuper. Et il n'était pas dispo pour je sais plus quel projet. Et Williams a fait hop, à mon tour. Et heureusement. Tu sais pourquoi il y a une si grande différence entre le nom original Home Alone et en français Maman, j'ai raté l'avion? Je sais pas pourquoi ils ont voulu coller cette histoire d'avion. Alors bon, oui, elle fait partie du scénario, mais Kevin, tout seul chez toi, c'est peut-être pas très vendeur comme titre, alors que Maman, j'ai raté l'avion. T'as le côté enfantin. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 11 ans et tu découvres ton corps, tu es Macaulay Culkin. Qu'est-ce que tu fais tout seul chez toi? Ils l'ont pas... En tout cas, ils l'ont pas appelé Mommy à Miss the Plane. Non, c'est clair. C'était une question où il n'y avait pas de réponse? Parce que je l'ai la réponse. Hein. Parfait. Parce qu'en fait, ils se sont inspirés du titre Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et du coup, ils ont voulu pas avoir un titre similaire parce qu'ils trouvaient que Chérie, j'ai rétréci les gosses, ça faisait vraiment un titre pour enfants, quoi. Et donc, ils se sont dit, Maman, j'ai raté l'avion. Ça donnait le même rythme au titre. C'est du pur marketing. Ouais. Après, je trouve sur John Williams, c'est un peu dur quand même, parce que qu'est-ce qu'il allait foutre là-dedans Non, dans le sens. Non, ça m'étonne beaucoup. Lui qui est associé à l'aventure, à des choses qui ont une plus grande ampleur finalement, qui fasse un truc plus ça m'avait étonné, mais en fait non, son style est très Noël, donc finalement c'est pas étonnant musicalement parlant, mais en termes de projet ça m'étonnait finalement. Ouais, après je pense que c'est un genre, les films un peu pour enfants qui c'est pas comparé à Indiana Jones ou les Listes de Schindler, c'est un autre truc, mais par exemple il avait fait E.T., derrière il a fait Hook. Oui. Alors, je pense que c'est pas quelque chose qu'il adore faire, mais qu'il aime bien faire dans le bon contexte. Oui, mais E.T. Hook, faut oublier que c'est Spielberg et qu'il travaille quoi qu'il arrive avec Spielberg. Non, mais je dis c'était pas du tout une critique, j'avais oublié en fait que c'était lui tout simplement. Après c'est vrai que je pense que c'est le bon combat aussi, quoi. T'as un John Williams qui met son truc, Chris Columbus. Bon, après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont aussi bons que lui pour faire des films pour entre guillemets pour enfants ados. Je veux dire, quand on voit Maman, j'ai raté l'avion, Miss Doubtfire, les Harry Potter. Enfin, le mec, il a une liste plutôt colossale de trucs. Alors après, sur Harry Potter, le débat est là de dire est-ce qu'on veut un truc pour enfants ou est-ce qu'on préfère la version un peu plus mature, comme sur le Prisonnier d'Azkaban. Mais il fallait lancer la série comme étant un truc pour enfants. Et mais
le 1 est parfait parce que justement il y a ce côté, ça dure pas longtemps, mais il y a un passage film de Noël et Chris Columbus est très bon pour faire ça. Je veux dire, les Gremlins, ça se passe tout le temps en hiver, mais il fallait lancer la série parce que c'est une série où je veux dire, tu commences à la lire, en tout cas pour moi, quand t'es ado, quand t'as à peu près 11 ans, peut-être un peu moins, un peu plus, et tu grandis à peu près en même temps que le personnage en fait. Donc oui, le film devient mature et effectivement il faut commencer par du Chris Columbus, passer sur du Cuarón après et finir sur du Tarantino quand t'as 40 ans. Bon, après, je pense que Cuarón, c'était un peu l'extrême. Même ça marche avec le Prisonnier d'Azkaban, ça marche, mais bon, c'est vrai que quand tu fais réaliser ton Harry Potter, qui reste quand même quelque chose, même si les enfants ont grandi depuis, c'est le grand écart. Ouais, mais la saga commence à être dark à partir de ce moment-là aussi. Oui, mais c'est vrai que quand tu regardes par la suite, c'est dark, mais un peu moins, quand même. mais non, c'est sûr que. Puis après, il faut pas oublier qu'il y a eu des jeux. Moi, j'ai raté l'avion. Il y a eu des jeux vidéo aussi. Qui sont ils sont pas mémorables. Pas mémorables et particulièrement durs, mais que j'en ai pas parlé. Ils ont le mérite d'exister, puisque un bon indicateur, c'est de dire que s'il y a un jeu vidéo, c'est que ça a vraiment marché auprès des enfants pour qu'on se dise qu'on va développer un jeu vidéo sur la licence. C'est marrant parce que on a quand même une séquence du film, la séquence de la mise en place du piège, qui est un élément de gameplay basique, et tu te dis mais génial, je peux construire un jeu bien branlé là-dessus, mais tout est foireux au final, c'est triste. Je pense que c'est les mêmes qui ont fait Fort Boyard. Ah putain, les salauds. Encore eux, si nous vous retrouvons. Mais écoute, merci Émeric, et puis on va rester dans la famille finalement, cette fois la famille qui a la jaunisse. Exactement, la famille qui a la jaunisse, la famille jaune. Du coup, moi je vais vous parler de la première diffusion du coup en France, plutôt, des Simpsons, puisque on considère que les Simpsons, les premières diffusions donc, datent de 1989. Donc c'était sur la télé américaine. C'est la Fox qui diffusait pour la première fois en fait en décembre 89 un épisode des Simpsons. Donc une série à l'époque animée et créée par Matt Groening qui est là. Sur lequel on n'a pas trop d'infos pour l'époque, on s'attend pas à ça. Et en fait, sans le savoir, les téléspectateurs ils étaient sur le point de rencontrer une famille dysfonctionnelle, mais extrêmement attachante, qui va devenir mais vraiment une icône populaire qui va révolutionner vraiment le paysage télévisuel, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact énorme. Donc le début des Simpsons, c'est quoi ? Ils vont faire leurs premières apparitions sur des courts-métrages, sur une émission à la télévision qui s'appelle The Tracy Ullman Show, toujours par Matt Groening. C'est des courts-métrages qui mettent en scène une famille en fait qui est vraiment la famille basique de l'époque. C'est la famille de la classe moyenne qui vit dans une ville fictive qui s'appelle Springfield et qui est la ville classique avec les zones pavillonnaires classiques pour les Américains. Et les personnages principaux étaient déjà Homer Simpson, un père qui est maladroit mais aimant, Marge Simpson, donc la mère qui est dévouée, Bart Simpson, le fils un peu espiègle et apporteur de problèmes, Lisa Simpson en opposition une fille surdouée, et enfin le fameux bébé qui est silencieux avec sa tétine, qui ne parle jamais. Et en fait, le succès du court-métrage des Simpsons, ça a été tellement remarquable pour un one-shot que la Fox a rapidement compris qu'il y avait un énorme potentiel de série derrière, et en conséquence, en fait, donc le 17 décembre 1989, on a le tout premier épisode complet des Simpsons qui sort, qui est intitulé Noël mortel, et qui a été diffusé en première partie de soirée. Donc suite à la première diffusion de ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, le public a tout de suite signé, en fait, et la critique a tout de suite signé pour les Simpsons, et ça a gagné une popularité monstrueuse parce qu'en fait, c'est un humour qui est très subversif. En fait, c'est un style d'animation qui est assez unique. Les personnages, ils sont en couleur, ils sont très vivants. Et en fait, ce qui a été très fort, c'est que ça a su capter l'essence de la famille américaine, et tout en mettant en problème donc des problèmes sociaux en fait de la société. C'est surtout que c'est un truc qui parlait à tout le monde. C'est-à-dire que quand t'es enfant, Bart te faisait marrer, et quand t'es adulte, tu comprends, et t'arrives à lire entre les lignes, et tu te dis waouh, c'est génial parce que c'est satirique. Et donc en fait, dès le début, ils ont commencé à innover en fait sur des sujets, sur tous les sujets, et ils se sont tout de suite engouffrés dans tous les sujets possibles sans filtre. Et donc ils ont commencé à attaquer la politique, la religion, les relations familiales, l'éducation, les problèmes de société, et ils sont jamais perdus au cours des épisodes leur caractéristique qui est l'humour, quoi. La caractéristique première qui est l'humour, ils ont toujours réussi à la retranscrire même sur des sujets très polémique. Et en fait, c'est cette approche-là qui est à la fois intelligente et audacieuse qui a permis en fait aux Simpsons de toucher mais vraiment tout le monde, quoi. Ça, c'est l'une, je pense, des rares séries comme ça animées qui touchent tout le monde. Autant en comparaison, si on peut prendre un South Park qui essaye de faire dans ce genre-là, South Park, ça ne plaît pas à tout le monde. Un gamin n'arrive pas à s'identifier à South Park. Un adulte peut s'y identifier, mais souvent il trouve que ça va toujours un peu loin. C'est très drôle, mais là, les Simpsons, c'est vraiment tout public, quoi. Donc, au fil des années, c'est devenu bien plus qu'une simple série télévisée, quoi. C'est devenu une véritable icône culturelle, quoi. C'est de rentrer dans le langage courant. Il y a des choses comme le whoopiness de Homer Simpson ou le tout qui sont vraiment des éléments que tout le monde connaît, des éléments sonores dont tout le monde se rappelle. Et c'est une série qui a reçu des distinctions. Ils ont réussi notamment 34 Primetime Emmy Awards. C'est le record pour une série animée, il n'y en a jamais eu. Et en 2000, ils ont reçu une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Et on parle
pas d'un acteur, on parle de personnes qui sont carrément des personnages fictifs. Donc c'est vraiment une icône durable. Et après, les Simpsons, ça a tellement de succès qu'il y a eu toutes les déclinaisons possibles. On a des comics, on a des jeux, et il y en a une pelletée. Moi, celui que j'ai préféré, que j'avais sur PS2, c'était Hit and Run, qui était une sorte de GTA Simpson, qui était mais juste complètement déjanté, et c'était vachement drôle à jouer. Et après, il y a des références, typiquement dans le film, comme le Spider Cochon, qui sont devenus cultes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est devenu plus culte que le vrai Spider Cochon de 83. Parce que le Spider Cochon a existé vraiment. Il y a un comics de 83 qui est une satire des super-héros qui s'appelle Tale Starring Peter Porker, le Spider-Ham, de Spectacular Spider-Ham. Et en fait, les gens ne savent même pas que ça existe parce que la version du film a tellement passé devant que en fait, ça a évincé l'autre. Et en fait, c'est les Simpsons, du coup, c'est 3 décennies de succès, quoi. On a plus de 700 épisodes, on a actuellement 750 épisodes, si je dis pas de bêtises. On est à la 34e saison en production, donc ça a dépassé toutes les attentes. Quand on repense à ce court-métrage de Matt Groening de 89, personne ne pouvait estimer, la Fox a eu un nez monstrueux de financer ce truc-là. Et en fait, la première... Du coup, en conclusion, la diffusion des Simpsons sur la Fox, c'est le début d'une saga télévisuelle qui a marqué la culture populaire, mais de façon indélébile, qui la marque toujours. C'est des aventures loufoques, c'est touchant, la famille Simpson vraiment on s'y attache, et ça fait 34 ans qu'on la voit évoluer, quoi. Et en fait, c'est plus qu'une simple série animée, c'est vraiment un symbole de satire sociale, c'est un phénomène de culture populaire, et c'est un emblème vraiment de la pop culture. Donc je sais pas si vous êtes fan des Simpsons, si vous avez vu autre chose que le film, si vous regardez des épisodes. Moi, je suis passé relativement à côté des Simpsons. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là. Par contre, je suis un gros fan de Futurama, du même créateur. Avec crossover, avec tout ce qui va avec. Moi, ce que je trouve drôle dans les Simpsons, en fait, c'est que c'est notre nouveau Nostradamus, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prédire des trucs sans même les prédire. Ils n'ont pas dit dans 20 ans, il y aura ça. Ils ont juste fait des blagues. Et en fait, ces blagues qui étaient tellement absconses et absurdes, en fait, c'est devenu la réalité. Ils ont prédit Trump président. Ils ont prédit le scandale de la viande de cheval. Ils ont prédit le rachat de la Fox par Disney. Il y a plein de trucs comme ça qui sont la découverte du boson de Higgs. Le découvreur du boson de Higgs, c'est Homer Simpson. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Et c'était juste des blagues à la base. Et après, on fait mais oui, ça joue chez nous en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien marché aussi comme série. Puis il y a aussi le fait qu'on a eu la chance, on en parlait un peu plus tôt, le doublage à la française qui est excellent. Là, il faut dire ce qui est, quoi. Véronique Odjoro pour Marge et Philippe Pétieux pour le Homer. Enfin, moi, c'est l'une des rares animés où le doublage est vraiment bien au-dessus de la version originale, quoi. Et de l'aveu même, apparemment, de Matt Groening, on ne sait jamais à quel point c'est de la flagornerie ou à quel point c'est vrai. J'ai tendance à penser que c'est vrai. L'équipe française est exceptionnelle, qui est d'ailleurs assez stable. Sur les personnages principaux, elle est stable depuis le début. Même s'ils ont changé la façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a une référence à ça dans un épisode où Homer et Marge vont retrouver leur ancienne maison, où je ne sais plus exactement comment ça se passe, et il dit, tu te souviens, c'est une époque où on parlait comme ça. Et ils imitent cette façon de doubler. Et donc, la série a évolué, le doublage a évolué, tout a évolué. Et donc, c'est bien d'avoir les mêmes comédiens 35 ans après. Sur certains personnages, il y a eu des remplacements, mais qui sont toujours très heureux. Mais le cœur, finalement, est assez stable. Et c'est vachement bien foutu. Il y en a d'autres. Il y a aussi Gilbert Lévy qui fait Mo, par exemple, qui est très très bon. Sur le côté Nostradamus, je pense qu'il faut voir que c'est la vision assez fine et assez satirique de la société qui les fait être d'assez bons devins, finalement. Ils ont une bonne connaissance de leur société, des dérives qu'il peut y avoir. Là où South Park se place en réaction, dans une réaction abusive. Ils ont prédit quelques trucs quand même. Oui, mais pour en montrer les travers. Ils arrivent après coup, en fait, South Park. Voilà, South Park est très très bon pour exposer ce qui ne va pas à l'instant T. Alors que les Simpsons, en fait, c'est de l'anticipation. Ouais. Et South Park est une dystopie, et les Simpsons, South Park ne se place jamais... de toute façon, South Park ne veut pas plaire à tout le monde à partir du moment où ils poussent le curseur très très loin. Ils ont conscience que c'est pas adressé à tous, là où les Simpsons vont jouer sur plusieurs niveaux de lecture, de manière à ce que ça plaise à tout le monde. J'ai vu Vincent hocher la tête sur le PS2 Hit and Run. Ouais, c'était un super jeu, Hit and Run, je me souviens, en vacances, défoncer des gens sur Hit and Run, c'était vraiment un très bon GTA-like. Je suis pas trop... je n'aime pas trop ce genre de jeu, mais je me souviens avoir passé un très bon moment avec Hit and Run. Pour revenir sur les Simpsons, moi ce que je kiffe bien avec ça, c'est que c'est vraiment un vaisseau amiral pour l'écriture, pour les scénaristes. Il y a des dizaines, c'est pas des centaines et des centaines de scénaristes qui viennent
faire leurs armes en fait sur des épisodes comme les Simpsons. Il y a énormément de récompenses pour les Simpsons et je pense que c'est une des séries les mieux écrites au monde tout simplement et ça permet d'attirer en fait de plus en plus de gens et rendre meilleur en meilleur. Donc c'est vraiment cool d'avoir un vaisseau amiral comme ça qui permet la créativité, etc. On suit depuis 34 ans la famille Simpson, mais un élément important, c'est que ils ne vieillissent pas, quoi. Comme ça, Fort Boyard. Comme Fort Boyard. Et ça, c'est un truc que je regrette un peu, parce que moi, je suis toujours... Ouais. Ils vieillissent pas et leur passé devient, comment dire, c'est une fenêtre relative. C'est-à-dire qu'en gros, pour eux, leur passé, maintenant, c'est les années 2000. Et quand tu sais que ça démarrait dans les années 80, tu dis non, il y a un truc qui va pas. Quand ils font des références au passé, elles évoluent avec eux. Et ça, moi, pour le coup, j'ai une vraie dissonance à ce niveau-là. Je sais qu'ils ont démarré dans les années 80 et quand tu sais, on était jeunes, c'était les années fin des années 90, tu fais non, te fous pas de ma gueule. Mais je me demande du coup, par ces particularités de la série, je me demande vraiment s'il y a des gens qui s'enquillent les 34 saisons en faisant du binge-watching. J'ai fait de la saison 10 à la saison 20 de cette manière-là, donc c'est faisable. Hein. C'est faisable. Ok. Ah, d'ailleurs, sur le premier épisode, c'est un épisode que je connais très bien par le biais d'un livre, parce qu'il y a tellement eu de produits dérivés que j'avais même un livre de l'épisode. C'est vous dire, quoi. Genre un petit livre de Noël de l'épisode, quoi, qui était très drôle et qui est déglingué, parce que je l'ai tellement lu. Incroyable. Et je me demande aussi au niveau de la production, parce que tu faisais des parallèles avec South Park, alors je vois très bien comment South Park a été produit, en tout cas pour les premiers épisodes, c'est-à-dire c'était littéralement des bouts de papier. Ouais, ça c'est vrai pour le pilote. Est-ce que les Simpsons ont été produits de cette manière-là? Parce que j'imagine qu'il y a eu le vaisseau amiral Simpson a dû entraîner des nouvelles manières de production pour produire plus vite parce qu'il y a tellement d'épisodes qui sont sortis. Alors, les Simpsons, c'est un système de production assez standard dans le sens où tout ce qui est démarrage, je crois, le court-métrage, ça c'est un studio américain et en fait, il y a eu une telle demande qu'il a fallu déléguer une certaine partie du travail, notamment en Corée et il y a d'ailleurs un gag du canapé là-dessus. Sur le fait qu'il parodie les dessinateurs coréens comme étant des esclaves. Mais si tu veux, là où South Park joue sur une instantanéité et sur un flux tendu, les Simpsons, c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que tu as moins de blagues d'actualité. Tu vas prévoir ta saison à l'avance. C'est très standard, finalement, que c'est une approche très live action, finalement. C'est juste qu'il y a tellement de demandes qu'il faut faire collaborer plusieurs studios, dont des studios coréens, etc. En fait. Il faut prévoir un an sur l'agenda de Bono pour l'avoir. Ouais. Après, sur les caméos, je pense que c'est assez facile de faire venir des stars sur les Simpsons. Oui, c'est tellement une institution que limite, c'est où on disait Fort Boyard tout à l'heure. J'allais te dire, tu deviens une star pour faire Fort Boyard. Là, c'est un peu ça avec les Simpsons, quoi. Si t'es pas une bonne star, si t'es pas dans Fort Boyard, enfin dans les Simpsons, typiquement, truc drôle par exemple, les Simpsons, il y a un épisode où il y a Lady Gaga qui fait le Super Bowl, qui est aussi une prédiction, et on sait pas trop parce que Lady Gaga a exactement la même tenue à peu de choses près, la même tenue que celle dans les Simpsons. Donc on sait pas si c'est les Simpsons qui ont une prédiction de fou ou Lady Gaga dans les Simpsons et c'est peut-être juste mis la même tenue en se disant tiens, tant qu'à faire, on va faire la même chose. Bah ouais, sans doute. Donc moi, rapidement, le thème, c'est Danny Elfman qui l'a écrit, le thème du générique. Et c'est encore un thème de malade. C'est la grande époque. Il fait tout péter et c'est hyper efficace. Et la construction du générique est assez marrante parce qu'il va donc toujours y avoir un gag final, le gag du canapé, qui est toujours différent. Oui, ça c'est faux aussi. Et gimmick repris dans Futurama aussi, où c'est pas un gag, mais c'est un une petit phrase. proverbe. Ouais. Ce gag du canapé, ils en ont d'ailleurs fait. Il y a un méga montage qui existe sur je ne sais plus quel épisode, un des X centièmes, et tu te tapes un montage où tu en vois plein, et c'est assez marrant. Non, bah écoute, merci, hein, c'était sympa cette plongée dans les Simpsons. Et on va terminer avec Vincent qui va nous parler, de quelque chose d'incroyable. Encore de la musique, et cette fois-ci on revient sur, on parlait avec un épisode précédent, George Michael. On va parler de son deuxième album solo, qui est Listen Without Prejudice, volume 1. Et j'ai mis un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, pour comprendre ce qui se passait avec cet album. Parce que le George Michael qu'on connaissait avant, le George Michael de Face, pour son premier album solo, et Des Beaux Jours de Wham, donc son groupe, était complètement révolu en fait avec cet album. Il y a un George Michael mûri en fait qui avait fait surface et qui espérait que son public grandisse avec lui. On remet dans le contexte, George Michael a 30 ans lors de la production de cet album et sa transformation n'était pas seulement personnelle mais se reflétait vraiment énormément dans sa musique. C'est vraiment plus du tout le garçon qui s'amusait qu'on voyait dans les clips de Wham, et il laisse la place à un artiste vraiment introspectif
qui n'avait pas peur de faire du social, de dénoncer les choses et de défier ses auditeurs dans la musique. George Michael, il a été hyper audacieux avec cet album. Il a choisi de ne pas figurer sur la couverture, choisissant à la place une photographie de Coney Island bondée de monde. Il voulait pas apparaître dans les vidéos, il voulait pas promouvoir fortement l'album. C'était super inhabituel comme manière de faire, mais ça a payé. Il a introduit donc une nouvelle norme en fait dans les vidéos lyriques. On retient notamment la vidéo de Freedom 90s, qui est absolument incroyable avec toutes les super modèles du moment. Mais aujourd'hui, c'est une tendance qui est tout à fait acceptée. On a l'habitude aujourd'hui de voir des vidéos lyriques sans les artistes. Et autant pour moi, il n'avait pas 30 ans, il avait 27 ans, je crois, à la sortie de l'album. Et il semble déjà beaucoup plus sage avec tout ce qu'il a vécu sur Wham et son premier album solo. Et allons vers sa voix qui, elle, est remplie de vulnérabilité. Donc le premier extrait de l'album, c'est Praying for Time, qui est une chanson relativement sobre sur l'indifférence face à la misère. Donc ça y est, on commence vraiment à dénoncer. La tonalité, elle est grave. On s'imagine qu'on va attraper les derniers morceaux de ressources sur Terre. Et finalement, George Michael appelle à avoir du temps. Et on dirait pas comme ça, mais c'est hyper difficile d'exprimer ce qu'on ressent quand on écoute Praying for Times, parce que c'est une musique qui t'envahit doucement. C'est assez sophistiqué et c'est facile à écouter à moitié. Mais ton subconscient entend vraiment toujours chaque mot, et c'est tout aussi bien que les mots de George Michael ont vraiment besoin d'être entendus. Et c'est vraiment l'exact opposé par rapport à ce qu'il faisait 7 ans avant sur Club Tropicana. Ça n'a plus rien à voir, on a envie de l'entendre dénoncer des choses, quoi. Suite à cette track, il y a le fabuleux Freedom 90s, qui est un appel à l'action pour tous ceux qui l'écoutent. I won't give you up, I won't let you down. Et il chante ça en suggérant que chacun de nous a le pouvoir de prendre en main sa vie malgré les différents défis. Et cette chanson-là, Freedom 90s de George Michael, a eu un impact incroyable. Elle est entraînante. Comme elle aborde les luttes avec l'identité, la croissance artistique, la célébrité, puisqu'on le voit, par exemple, dans le clip, brûler son manteau de Face pour passer à autre chose, en fait, de son album solo. Un peu une ode à l'anti-célébrité. Eh bien, le fait de refuser d'apparaître comme ça devant la caméra pour la vidéo, et ce clip-là, c'est ce qui a réuni vraiment beaucoup de choses au niveau de la musique et qui aujourd'hui fait figure de proue dans le monde du divertissement. Et la chanson a vraiment survécu à l'épreuve du temps et elle prospère. C'est vraiment aujourd'hui un hymne fédérateur et c'est beaucoup utilisé dans la communauté gay. Moi personnellement, cet album-là, c'était une révélation parce que les structures de la chanson, les paroles, l'équilibre, d'être intelligent, mais jamais trop. En tout cas, avec George Michael, il te fait toujours croire. Il essaie de ne pas t'embarrasser, en fait, mais c'est absolument incroyable. Et voilà, Freedom, c'est vraiment une leçon incroyable. Il y a d'autres chansons, évidemment, dans l'album. Ensuite, ça part sur Cowboy and Angels, qui ont montré la polyvalence de George, alors qu'il chevauchait sans effort le jazz, le lounge, d'autres singles aussi comme Waiting from That Day, qui ont démontré son talent pour le sampling. Il fait de l'échantillonnage, il y a un peu une utilisation intelligente de l'ensemble des instruments, et notamment aussi pour la chanson Funky Drummer, et utilisation d'un riff des Rolling Stones. Il y a aussi la track Mother Pride, qui parle des soldats qui servent pendant la guerre, qui est devenu une source de réconfort pour beaucoup de familles et de soldats pendant ces temps turbulents. Et enfin, cet album se termine par Waiting reprise, qui m'émeut par la passion, encore une fois, de ce que raconte George Michael. Il me servent, moi, de rappel brutal de ce qui se passait en 90 et de ce qui se passe encore aujourd'hui dans le monde, quoi. Et rétrospectivement, moi, Listen Without Prejudice, c'est devenu mon album préféré de George Michael, et pas parce que ces morceaux sont mémorables, mais parce que il a vraiment marqué le tournant dans la carrière de George Michael. Il a montré sa croissance en tant qu'artiste, son engagement à offrir plus que de la musique, mais vraiment bouleverser les choses avec ses musiques. Et
ça me fait un voyage en moi sur la découverte de moi et je repense à sa découverte à lui, puisque tout était chamboulé aussi de son côté et je trouve ça génial de le faire avec de la musique, quoi. Je trouve qu'on sent bien ton émotion quand on parle, en tout cas. Moi, j'ai énormément de choses à dire sur cet album, donc je pense que je préfère conclure si Mehdi, t'as quelque chose à dire. Non, vas-y, hein, j'ai des choses à dire, mais vas-y. J'adore George Michael, vraiment. Ce qui est hyper intéressant avec cet album, c'est qu'il sort de Face qui était une déclaration d'amour à tout ce qui était soul, R&B, funk, machin. Et il avait tout raflé en termes de récompenses R&B et ça avait énervé certains artistes noirs parce que pourquoi un blanc pouvait gagner ces récompenses-là et George Michael l'a très mal vécu parce que lui, il voulait juste rendre hommage à cette musique-là. Et c'est une des raisons qui fait qu'il n'a pas voulu apparaître. Il voulait juste que les gens écoutent sa musique sans préjugés, d'où le nom de l'album en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une réaction par rapport à Face, d'où aussi l'image du blouson de Face qui brûle dans le clip de Freedom. Il abandonne pas pour autant dans cet album l'hommage à la musique noire parce qu'il va faire une reprise de They Won't Go Where I Go de Stevie Wonder en piste numéro 3 qui est une assez belle reprise finalement. Moi, en fait, le truc avec cet album, c'est que je trouve qu'il démarre tellement fort avec Waiting for oui, putain merde, j'ai dit Waiting for Time. Waiting for Time, excuse-moi, et Praying for Time et Freedom que après il dégringole un peu. En fait, le reste est excellent, mais les deux chansons sont exceptionnelles. Moi, Praying for Time, c'est une chanson qui m'émeut énormément, vraiment. Et Freedom est une chanson qui te fait bouger instant. Tu ne peux pas dire autre chose. Et c'est une leçon, hein, c'est une leçon de funk, de pop funk. D'ailleurs, Freedom, il y a aussi un sous-texte qui s'adresse à ses fans. L'air de dire, je vais aller ailleurs, mais je vous oublie pas pour autant. C'est-à-dire que je n'oublie pas d'où je viens, à savoir la musique dansante. Je ne renie pas mes origines, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aussi, comme tu dis, parler de problèmes sociaux, donc dans Praying for Time. Et il y en a qui ont une lecture qui n'est pas inintéressante, qui est de dire qu'il y a un hommage d'une part à John Lennon dans le côté social de Praying for Time, et sur la chanson Heal the Pain, un hommage plus à McCartney, plus pop, chanson Heal the Pain qui va justement reprendre avec McCartney. Et c'est vraiment incroyable. Ces deux chansons sont incroyables. Leur album est bon, mais les deux premières sont incroyables. Sachant que le clip de Freedom a été réalisé par David Fincher également, qui est un très très beau clip. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder. Vincent, tu voulais réagir peut-être ? Non, c'est juste que je pense que l'association avec John Lennon, moi je la trouve. Enfin, je l'entends un peu. Ah, tu veux dire sur Praying for Time, la filiation avec John Lennon ? Ouais, je l'entends, mais je sais thématique, pas si tout le monde en fait filiation pas. thématique. Ouais, non mais. Ouais. Non mais c'est une lecture qui est faite. Ça pense un peu à Yoko Ono aussi, tu vois. Mais non mais c'est une lecture qui est faite et je albums qui sont je faits la ensemble. comprends. Alors juste, c'est pas mon album préféré. Je pense que c'est Older, mon album préféré de George Michael, celui qui arrive en 96. Mehdi. Ouais, non, après c'est cet album-là. Alors peut-être pourquoi il est plus important que les autres de George Michael, parce que il faut se mettre dans le contexte. Le seul truc, il a fait Face juste avant, on lui reproche justement de dire oui, c'est du George Michael, mais tu fais encore un peu du Wham, t'es encore sur cet esprit-là. Le seul truc solo qui sort avant ça, c'était Careless Whisper, qui est composé par Rich Jolly, qui est son pote dans Wham. Donc en fait, le truc là, c'est justement, c'est ça, c'est que Face, c'est un très bon album qui est plein de récompenses, mais sur le suivant, la différence, c'est que là, on le révèle en disant George Michael, en fait, c'est pas juste un chanteur, il est capable d'écrire, il est capable de faire des choses lui-même. Ce qu'on lui reprochait jusque-là, c'était que on lui reprochait trop ce côté frontman-interprète. C'était ça le retour. C'est bien, mais là, sur celui-ci, il se met à écrire, et des trucs qui lui tiennent à cœur, ou des sujets qui peuvent être potentiellement compliqués qu'il veut dénoncer. Et c'est là où, pour moi, sur cet album, il passe de « je suis un chanteur frontman » à « je suis un auteur-interprète ». Et c'est pour ça que je pense que celui-là est beaucoup plus important que quasi tous les autres. Et c'est pas pour les titres en eux-mêmes, c'est pour le tournant que ça fait dans la carrière, justement, de George Michael, pour moi. Je sens que Simon, t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Careless Whisper est co-crédité avec Andrew Ridgeley, alors qu'en réalité, c'est une pure compo de George Michael. Et George Michael, depuis le début, est le compositeur de Wham. Andrew Ridgeley fait des apports, évidemment, mais déjà sur Face, il écrit. C'est juste que thématiquement, peut-être qu'il y a un rapprochement à faire entre Wham et Face, et effectivement, il y a une rupture thématique au niveau de Listen Without Prejudice, mais en termes de compo, il est déjà là. Moi, je pense que c'est plus un procès d'intention qu'on lui fait que de véritables faits avérés, en fait. C'est ça le truc. Mais la carrière de George Michael est hyper intéressante et hyper riche et complexe, en fait.
Oui, il y a une rupture avec cet album-là, mais une rupture thématique, je pense, surtout, en fait. En tout cas, pour cette période-là, il y a un film sur Netflix qui s'appelle Wham, je crois, et qui parle en fait de cette transition-là de George Michael vers les plus beaux jours de Wham, quoi. Il me semble que Careless Whisper, c'était une des toutes premières démos qu'ils avaient avant même de signer pour faire 2 albums de Wham, et ils les ont jamais release parce qu'ils savaient tout simplement pas quoi en faire. Ils savaient pas du tout comment la composer, quoi mettre. Mais ouais. Et il y a aussi un documentaire qui s'appelle Freedom, justement, sur la vie de George Michael et qui est assez intéressant. Après, je pense qu'on sera pas forcément d'accord sur l'album, mais pour moi, vraiment, pour moi, c'est sur cet album qu'on le prend comme un artiste de pop à part entière, sérieusement. C'est ça le truc. Ouais. C'est qu'avant ça, Face, on le prend pas sérieusement comme un artiste de pop. Possible, oui. C'est celui-là, c'est Possible. vraiment le truc qui fait, ok, ça c'est George Michael, c'est lui et lui seul qui a entre guillemets tout fait. Alors même s'il a peut-être pas tiré le crédit de tout ce qu'il a fait avant, et c'est peut-être une erreur d'avoir fait passer ça plutôt sur le groupe et sur It Jolet, mais effectivement, pour moi, c'est vraiment celui-là, et c'est là où même la critique était d'accord à l'époque, de dire, ok, là, tu es un artiste de pop sérieux. Effectivement, les années qui vont suivre vont montrer que George Michael, c'est un monstre de la pop, c'est une bête de scène, il a tout pour réussir, là où avant, il était encore un peu dans l'ombre de son groupe, enfin, de son groupe, en tout cas de son duo. C'est pour ça que je pense que justement c'est sur ce toit-là. Je dis pas que c'était pas bien ce qu'il faisait avant ou qu'il n'était pas créatif. J'ai bien compris. Je dis qu'aux yeux du grand public et de l'industrie, c'est là où tout a basculé pour lui. Merci Vincent pour cet hommage vibrant à George Michael. Et donc maintenant, vous avez 10 secondes. Je vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir, pour faire une ultime reco. On va commencer par Mehdi. Ouais, bah voilà, reco, ça va être Go de Sonic Youth, qui accessoirement sont les parrains de Nirvana. Et donc du coup, c'est juste pour l'influence qu'ils ont eu sur la scène new-yorkaise. C'est grâce à eux qu'on aura du The Stroke, du Yé Yé, du Interpol derrière. D'accord, merci. Émeric, à toi. Alors moi, un pur petit bonbon de l'enfance qui se regarde sans prise de tête. Le film La Bande à Picsou, Le Trésor de la Lampe perdue. C'est, on ne dira pas comme ça, mais vous allez kiffer. Vincent. Est-ce que tu avais pris Vogue de Madonna? Non, je suis content que tu dises Vogue de Madonna. Parce que je pense que oui, ça, c'est Parce que c'est très important. un énorme album des années 90 qu'il faut absolument écouter. Une énorme chanson. C'est juste une chanson. Et moi, ce sera Les Affranchis de Scorsese, qu'on ne présente plus, mais qui est absolument primordial, non seulement dans la filmographie de Scorsese, mais aussi dans le cinéma tout court. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Salut. Vincent, c'est quand tu veux, au revoir. Salut.